Écoutez, merci à vous deux d'être avec moi pour ce débat de cette finale des Traîtres 2026 et faire un petit bilan de cette 6e saison. On va vite fait parler quand même de la dernière table ronde et dire nos ressentis sur cette fin de saison, sur les gagnants, sur les candidats qui restaient et faire un petit bilan aussi, comme je le disais, de cette édition avec un peu nos tops et nos flop casting. Voilà, voir qui c'est qu'on a aimé, qui c'est qu'on a le moins aimé, et également parler des points forts et un peu des points faibles aussi tout au long de cette édition. On va passer les uns après les autres et un peu débattre sur ça. Alors, ce soir, nous n'avons pas Polycrate. Pour la première fois, c'est dommage parce qu'en plus c'est la conclusion. Bon après chacun a sa vie, il n'y a pas de souci, on ne juge pas, mais quand même, ça va être difficile pour lui parce je pense qu'avec Maud on va pas être très très sympa parce qu'elle a toujours, voilà, elle n'a pas été très utile, on va pas se mentir jusqu'à la fin. Mais bon, tant pis, on pensera à Polycrate quand on parlera de Maud, de Ginger Beach ou de Cindy. Donc en tout cas, merci d'être là. On va se lancer. On va commencer donc par le petit bilan de cette fin de saison et de cette dernière table ronde. Moi, écoutez, j'ai trouvé que c'était quand même une belle conclusion. Je vais très vite fait parler de cette intro avec le cliffhanger qu'on a eu avec la voyante. Mais juste avant, je voulais parler un peu des candidats, faire une petite rétro des 5 derniers, parce que c'était plus que 5, c'était la table ronde finale. Et on avait donc Nicole qui s'est fait éliminer en première. Bon, c'était évident, on avait très vite compris que Axel et Nicole allaient s'écharper et un peu se tirer dessus à la fin. Moi, je ne vais pas vous cacher que Nicole, ça restera une candidate que j'ai quand même beaucoup aimée dans la saison, qui m'a fait beaucoup rire. Et ben là, elle m'a pas fait rire du tout, elle m'a vraiment touché. Tout le monde était vraiment contre elle. On sentait que commençait à prendre vraiment l'eau, à se noyer avec tout le monde qui lui tirait dessus. Les traîtres ont bien fait. Adriana, on a bien profité pour l'enterrer et pour la jeter sous le bus parce que ça l'a sauvée, parce qu'on savait qu'Adriana était potentiellement en danger, étant donné que Issa, même si c'est lui qui a eu la carte de la voyante, n'a même pas essayé 2 secondes de la sauver en disant non, mais moi j'ai vu la carte d'Adriana, elle est loyale, il aurait pu très bien faire ça et ça aurait sauvé Adriana et les deux se seraient aller en finale sans souci. On a eu un petit suspense où Adriana ne faisait pas sa maline. Donc, elle a foncé dans la porte Nicole pour l'éliminer. Mais ça m'a fait de la peine pour Nicole. Moi, c'est une candidate que j'ai bien aimée et j'avoue que pour la finale, ça m'a un peu brisé mon cœur. Elle part vraiment en larmes avec tout le monde qui s'acharne sur elle. Et en fait, elle est loyale. Donc, les gens ont un peu choqués, mais c'était pas le moment fort de la table ronde. Mais ça m'a un peu rendu triste pour elle et je trouve que elle était plus intéressante qu'on pouvait le penser en début de saison. Donc, un petit coup de cœur pour Nicole et cette sortie, même si ça reste une belle sortie, parce qu'elle est quand même allée jusqu'en finale, donc c'est quand même pas mal, mais ça m'a fendu mon petit cœur, j'avoue. Pour Maud, bon, désolé pour Polycrate, mais effectivement inutile jusqu'à la fin, même si elle est sûrement très gentille. Elle a vraiment servi de joker des traîtres pour se sauver pour le top 3. Donc, même elle n'en revenait pas que Axel vote contre elle et tout. Je trouve quand même qu'elle s'est fait porter pendant toute la saison, vu qu'elle n'était pas menaçante. Ils n'ont jamais pensé l'éliminer ou ils n'ont jamais pensé que c'était une traître. Juste à la fin, quand Issa, c'est vrai qu'Issa, il était dessus mode depuis un petit moment. Il tournait un peu dessus depuis 2-3 épisodes et il a réussi à convaincre son pote d'aventure. Mais celui qui m'a fait plus de peine, malgré le fait que des fois, je trouve qu'il dit que Nicole parle de façon hautaine, mais Axel, des fois, tu te permets aussi de parler des fois un peu mal. Et c'est vrai quand même, il m'a fait de la peine parce qu'il dit des phrases face caméra en mode « Ouais, si ça et les traîtres, je serais le plus gros pigeon de tous les volatiles. » Mais il ne faut pas dire ça, monsieur, dans le genre de jeu, ça va vous retomber sur la gueule, c'est sûr. Donc ouais, il s'est bien fait avoir. Après, tant pis pour lui. Il a été obstiné, bon, un peu Nicole aussi, il a été obstiné sur 3 personnes, même si Harry était traître. Mais c'est vrai que Donovan et Axel, elle les a pas lâchés pour pas grand-chose. Mais Axel, voilà, il s'est obstiné à éliminer un par un. J'ai regardé la finale avec des copines et il y en a une qui m'a dit, mais moi, je peux pas le piffrer. Le mec, il a fait choix de merde sur choix de merde sur choix de merde. Il m'a buté et il a servi à rien à part faire gagner les traîtres. Le mec, c'est un 5e traître ou comment ça se passe? Ça m'a buté ce qu'elle m'a dit. Et c'est vrai, clairement, Axel, en fait, je pense, en s'alliant très vite avec Issa, il nous a fait une Elsa et Snow qui est en mode David et Clément, c'est trop mes potes. Elle a compris, putain. Donc voilà, Axel m'a fait un peu de peine, mais beaucoup moins que Nicole, Team Nicole. Même s'il y a le beauty privilège de Axel, ça ne suffit pas. Je préfère Nicole. Mais voilà, c'était rigolo. Adriana Queen, voilà, rien à foutre. Comme je crois que c'est Maxime qui disait. Pas la reine des neiges, mais la reine de glace. Je crois que tu avais dit cette phrase et ça m'a Ice Queen. Ouais. Ice Queen. Et
Je l'adore. Enfin, comment elle a annoncé qu'elle était traître, iconique. Fait évidemment que je suis traître. En me regardant, mais d'une froideur, j'adore. Putain, iconique. Vraiment iconique. Je pensais pas qu'elle ferait ça, parce qu'en plus, elle était un peu en panique à la fin. Elle était en train de me faire virer par Issa, quel enfer. Et là, elle a resté une queen, une méchante de James Bond. Je t'emmerde, en fait. Je suis traître depuis le début, tu te dégages maintenant. Donc, iconique. Et Issa, écoutez, même si c'est pas ma tasse de thé, ça, c'est pas quelqu'un qui me fait rire et tout, machin, mais il aura quand même été un très, très bon joueur, même si des fois, il s'est un peu fait peur pendant la saison. Il a quand même dominé. Il arrive à la table finale avec la dague et la cœur de la voyante. Plus de pouvoir, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et il a bien géré. Il s'est foutu Axel sous le coude pendant un long moment. Et même son annonce, même si ça valait pas celle d'Adriana, très stylé. Mais non, mais Inspecteur Doom Doom, il est loyal à 100%. Et Rick Gordon. Et Issa? Ah non, mais Issa, la nuit, il est traître. Putain, iconique. Bon, franchement, très bon duo de traître final. J'aurais préféré qu'Adriana gagne seule, mais je trouve ça très intéressant qu'ils gagnent tous les deux. C'est quand même deux bons traîtres. Honnêtement, ils ont fait très peu d'erreurs. Ils ont fait des erreurs, hein, ils se sont fait peur parfois. Mais à côté de Harrier, qui a un peu fait n'importe quoi, et Fatou, qui a pas si mal joué, mais qui a paniqué à la fin, et ça partait dans tous les sens. Et elle s'est tiré une balle dans le pied avec son duel avec Cindy, même si ce duo était très intéressant dans la saison. Mais je trouve que c'est une belle victoire. J'avoue que si Axel et Maud auraient gagné, j'aurais été un peu triste, ça n'aurait pas été des gagnants de ouf, mais je suis très content pour les traites, vraiment, même si il manquait un peu de suspense dans cette finale, parce qu'on se doutait quand même que les traites allaient gagner, soit l'un ou l'autre, ou soit les deux ensemble, mais je trouve quand même que voilà, c'était quand même un bon binôme de traites pour la fin, c'est une belle victoire, ils n'ont pas volé, je ne sais pas si c'est les meilleures traites all-time, je sais que par exemple, moi, je sauce Jugificat, alors que vraiment, à la base, j'en ai rien à faire de Jugificat. Mais ça reste quand même deux bons traîtres et je trouve qu'ils ont excellé jusqu'à la fin. J'ai eu peur que Issa pousse Adriana sous le bus pour gagner tout seul. Ça m'avait un petit peu énervé pendant l'épisode. Au final, il embarque avec lui. Donc, et puis, je trouve qu'Adriana s'est très bien défendue à la table ronde. D'habitude, elle qui est très discrète et là, elle a attaqué tout le monde sans limite. Donc très bien. Pour les points positifs, je trouvais que la table ronde était vraiment très intéressante. Il y a eu des surprises et comme je vous l'ai dit, les révélations, j'étais en mode iconique, c'était trop bien. Et puis après, les points négatifs, il y a juste cette voyante, voilà, cette intermittent du spectacle qui est revenue. Elle avait du texte cette fois. Mais bon, voilà, je trouve ça un peu random. Mais écoutez, c'est pour le folklore, pourquoi pas, mais bon, un peu inutile. En plus, bon, c'est Issa qui a la carte de la voyante, ça ne sert du coup absolument à rien, puisque c'est un traître. Donc tant mieux pour Adriana, parce que sinon elle aurait sauté comme un popcorn, mais je trouve que c'était pas très intéressant. De toute façon, il fallait absolument pas couper l'épisode en deux, parce que si ça avait été un seul épisode, l'épisode de samedi dernier plus celui de jeudi là, mais ça aurait été un épisode iconique. Déjà, il y aurait plein de trucs qui auraient été coupés, comme des flashbacks inutiles, et ça aurait été très intéressant. Ça aurait été une très bonne fin de saison. Je dis pas que la saison est éclatée, mais le fait d'avoir coupé en deux, franchement, ça gâche un peu, hein, comme Koh-Lanta quand il coupe les ambassadeurs ou la finale, c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai trouvé quand même que c'était une bonne fin de saison, une victoire qui m'a satisfait avec la Queen Adriana qui a fait des siennes. Donc moi, je trouve que c'était quand même une belle réussite. On en parlera après dans le bilan de toute la saison, mais en tout cas, très bonne fin avec des gagnants qui m'ont vraiment fait plaisir. Maxime, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier épisode, cette dernière table ronde, et est-ce que tu es content de l'issue de la saison? Je vais te rejoindre tout à fait sur ton avis, en fait, Clem, parce que je le partage. J'ai vraiment apprécié ce dernier épisode, particulièrement du coup la table ronde finale, déjà par le déroulé, qui était hyper satisfaisant pour moi, puisque je voulais clairement une victoire des traîtres, et je pense que tout le monde voulait une victoire des traîtres. J'aurais été très déçu que Adriana n'aille pas au bout, ce qui était quand même une possibilité. Issa aurait pu choisir la facilité et pousser Adriana sous le bus, et ça l'aurait conforté dans son rôle de loyal, en fait, enfin son faux rôle de loyal, en disant, bah voilà, Adriana, c'était la dernière traître, j'ai poussé pour qu'on révèle son rôle, euh, je suis, vous pouvez me faire confiance à 100%, et de toute façon, ils avaient déjà, enfin, Maud et Axel, du moins, avaient déjà confiance en lui, donc c'était tout bénef, il pouvait faire ça, il était assuré de gagner en étant le dernier traître.
Là, je pense qu'il a voulu, par sympathie avec Adriana, aller au bout avec elle et c'est tout à son honneur, franchement. Euh, donc, merci à lui pour ça, parce que ça nous a donné aussi une victoire d'Adriana et on a une très belle victoire de deux super traîtres qui sont clairement dans le top, pour moi, des traîtres de la franchise. Et je crois même y compris avec la franchise américaine que j'ai un peu regardé. Franchement, c'est des très bons traîtres. Je les mettrais quand même en dessous de Juju, puisque tu l'as cité, Clem, qui pour moi reste la number one. Mais vraiment, Issa et Adriana ont géré de fou avec des jeux totalement différents. Et c'était très cool. Alors, je préférais effectivement le jeu et aussi la personnalité d'Adriana. J'ai été un petit peu en attente au fond de moi. J'en avais parlé la semaine dernière lors du dernier débat d'une masterclass finale d'Adriana où elle pousse sous le bus ça pour l'emporter. Que pour moi, je voyais pas trop comment elle pouvait s'en sortir, sauf à faire cramer Issa, qui se rende compte qu'en fait, il est très, très, du coup, ça conforte la position d'Adriana auprès des loyaux. Au final, bon, Issa l'a pris sous son aile et il s'est dit, allez, on va gagner à deux. On était ensemble, un groupe de traîtres dès le départ, on finit ensemble. Tout à son honneur, ça fait une très belle victoire. Sur les loyaux, bah, malheureusement, Nicole, c'était compliqué, hein. Je pense que les traites n'avaient pas le choix. Il fallait rentrer en fait dans l'obsession d'Axel, qui était aussi un peu parce que Nicole était elle-même obsédée par Axel, mais il fallait rentrer dans ce jeu-là pour faire sortir Nicole tout de suite. Et après, c'était quand même beaucoup plus facile pour eux. Elle s'est débrouillée comme elle pouvait, mais bon, je pense que c'était mort d'avance. Euh, Elle paye un petit peu, voilà, c'est les obsessions qu'elle a pu avoir, Donovan, Axel, tout le long de la saison. Euh, je trouve que du coup, c'est quand même une fin qui a l'image de son parcours et du jeu qu'elle a fait tout le long de la saison. Elle en a un petit peu parlé d'ailleurs lors de l'émission avec Juju, le débrief. Je sais plus comment cette émission s'appelle, celle qui arrive après la fin de l'épisode. C'est vrai que, bon, voilà, je trouve que c'est à l'image de sa saison et que ça correspond à ce qu'on a vu d'elle et de son jeu pendant tous ces épisodes. Ensuite, bah, c'est mode, elle a servi à rien, comme tu le disais. Je m'y attendais plus, hein. De toute façon, je ne voyais pas comment elle allait pouvoir rebondir lors de cet épisode final. Elle est hyper sympathique. Je la trouve, franchement, je la trouve cool, mode. Mais comme tu dis, elle s'est fait porter par son côté inoffensif, le fait que voilà, elle soit toujours à côté de la plaque. Alors que bah, voilà, c'est une femme de lettres quand même. On pourrait s'attendre un petit peu Bah plus oui. de sa part sur le papier. Ça n'a pas été le cas. Elle s'est fait avoir. Et celui qui s'est fait le plus avoir, et j'ai eu un peu de peine pour lui parce que Axel, c'était quand même assez violent. Je trouve qu'il a quand même très bien pris. Il était choqué, mais ça n'a pas donné voilà un drame derrière parce que on voyait quand même qu'il était très proche de d'Issa et pour le coup Axel il s'est fait berner mais tout le long de la saison il a jamais été il a peut-être voté bon pour le vote contre Fatou à la limite quand Ouais. Fatou est sorti mais tout le reste je pense il a toujours voté à côté de la plaque enfin il s'est toujours trompé et et au bout, on pourrait se dire, mais t'es bête en fait en le regardant, parce que c'est vrai il a suivi sans réfléchir le geste d'Issa, enfin la position d'Issa pour éliminer Mode, alors que c'était évident qu'il restait un dernier traître et il aurait dû là se poser des questions. Je pense que bon, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Je sais pas ce qui se serait passé en cas d'égalité s'il avait voté avec Mode. Mais, euh, Mais bon, voilà, c'est tout. C'est aussi à l'image de sa saison. Et pour le coup, tout le long, je l'ai trouvé assez touchant, assez divertissant. Et ses erreurs et son côté naïf ont aussi donné beaucoup de scènes iconiques et ont, et ont apporté au développement de la saison. Donc, c'est pour ça que, en comparaison avec Mode, je ne trouve pas Axel inutile. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler
après lors du débrief de la saison. Ok, bon, ben, je suis plutôt content parce que c'est vrai on a pas mal d'avis qui sont convergents, notamment le fait qu'on aurait aimé qu'Adriana gagne toute seule. Mais bon, Issa, c'est quand même un très bon traître. Je suis content aussi que tu les classes bien en tant que traître, même toute franchise, entre guillemets, confondue, puisqu'on n'a pas vu les versions UK, belges et compagnie, etc. Mais que tu t'es un peu aventuré dans la version US et qu'effectivement, ça reste des traîtres plus que corrects, voire très bons. Donc, bon, après, Queen Juju, pourtant, vraiment, dans la vie, je m'en moque total de Juju 4. Mais là, par contre, c'est vrai que dans les traits, elle avait été incroyable. Donc, je suis assez content de ton petit bilan de la soirée. On va aller du côté de Colin. Lui, est-ce qu'il a aimé cette finale? Est-ce qu'il est content de l'issue? Enfin, voilà, comment tu as vécu cette dernière soirée des traîtres? Bon, dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec vous hein, sur les conclusions globales. Il y a quelques points sur lesquels j'aimerais revenir quand même dans l'épisode. Moi, étonnamment, autant j'en disais du mal la dernière fois, autant cette fois, j'ai trouvé la séquence avec la voyante. C'était un peu marrant et utile pour permettre à Issa d'explorer, enfin, d'exposer clairement ses hypothèses face caméra. Du coup, il y avait quelqu'un qui lui donnait la réplique, donc ça donnait un petit truc sympa en plus. Donc j'ai bien aimé cette séquence. Et en plus, ça a permis à cette intermittente du spectacle d'avoir son cachet d'intermittence parce qu'elle a eu un vrai rôle, donc c'est toujours ça de prix. Elle a eu un vrai erreur. Elle a eu Euh, un vrai erreur. ensuite, la table ronde, enfin avant que la table ronde commence, il y a quand même moi tout un micmac qui m'a un peu dérangé. Enfin, en fait, d'abord, pardon, j'ai essayé de refaire le truc dans l'ordre. Avant tout ça, on a la conclusion de l'épreuve où on apprend que Adriana n'a pas misé pour la carte de la voyante. Ça, j'ai trouvé ça assez décevant parce que bah, je comprends pas, alors ça pourrait clairement lui servir, étant donné que elle sait que elle n'est pas forcément en odeur de sainteté auprès de tout le monde et tout ça. Au final, elle mise pas, et bien sûr, elle nous ressort l'argument de ah, mais c'est des lingots pour les assos, je peux pas faire ça parce que c'est l'argent pour les gens qui en ont besoin. J'en peux plus de ces lingots, vraiment, par pitié. Faites que la saison prochaine, je commence déjà avec ça, faites que la saison prochaine, ils arrêtent avec les lingots, que tout le monde parte Ouais, avec c'est une clair. cagnotte de départ, qu'on dise à tout le monde, si vous arrivez au bout, vous avez 40 000 euros. Si vous êtes plusieurs à arriver au bout, vous partagez la somme. Mais voilà, et comme ça, il n'y a plus d'histoire de lingots et tout, parce que du coup, on se retrouve avec cette situation où ça empêche les gens de jouer correctement avec les atouts qui leur sont proposés. Je trouve ça nul. Euh, et ce qui, en plus, ça donne la conclusion, enfin, ça a pour conséquence que Issa se retrouve avec la carte de la voyante, alors que bah, il en a clairement pas besoin. Là, c'est vraiment Dag plus carte de la voyante, il a la ceinture de sécurité, le airbag, le gilet de sauvetage, tout. Il est tranquille, donc ça atténue encore un peu plus le suspense de l'épisode, quoi. On ne voit pas comment Issa pourrait ne pas gagner la saison. Donc un peu dommage. Et du coup, suite à ça, on a euh, Issa qui fait part à Adriana que voilà, les gens ont des doutes contre elle et tout ça. Et là, il y a une incohérence au niveau du montage qui, moi, m'a dérangé un peu tout le long. Je ne sais pas si c'est la faute d'Issa, la faute du montage, un mélange des deux, mais on voit clairement que Issa nous dit face caméra, je ne veux pas sacrifier Adriana, je veux qu'on gagne à deux, ça me ferait chier qu'elle parte avant la fin et tout. C'est sa position, ok, trop bien. Et dans les faits, il dit à Adriana, oui, bah, s'il faut que tu partes, tu partiras et tout, parce que tu nous mets en danger. Il semble pas vouloir, enfin, face à elle, il lui donne pas le change, quoi. Et du coup, elle a plus confiance en lui. Alors qu'il y avait une solution très très simple, c'était justement utiliser cette carte de la voyante Mhm. pour innocenter Adriana, sachant que ça se voit que Axel et Maud ont une confiance aveugle en lui. Tout à fait. Ils pouvaient les baratiner facilement en disant bon les gars, j'ai vu la carte d'Adriana parce que vous m'avez mis le doute. C'est bon, elle est innocente. Focus sur Nicole. Nicole. Et une fois que Nicole sort en disant qu'elle est loyale, bon ben on se retourne contre Maud. Axel, il est complètement matrixé, il va suivre. Oui. Et il fait pas ce choix-là, ce qui du coup a pour conséquence que Adriana, elle n'a plus confiance quand il lui dit bah, peut-être que tu vas devoir partir et tout pour nous permettre de gagner. Donc bah, elle se sent vulnérable
et au premier tour de la table ronde, elle se sent obligée de se démasquer en quelque sorte en étant ultra offensive. Alors ça nous donne des séquences quand même sympas où on voit la vraie Adriana qui se révèle enfin et qui attaque et Nicole et Maud avec des arguments hyper carrés et tout. Mais en vrai, au-delà du côté jouissif pour le spectateur, c'était quand même hyper dangereux. Si les si les loyaux avaient été à la hauteur, normalement ils auraient dû se dire, attendez, mais là Adriana, elle est clairement pas comme avant. C'est trop bizarre. Enfin, normalement, ça met la puce à l'oreille direct. Et d'ailleurs, Nicole dit qu'elle trouve ça bizarre et tout. Mais bon, ça ne se concrétise pas. Mais ça aurait pu être hyper dangereux. Ça aurait pu vraiment mal tourner. Et l'autre truc qui m'a dérangé, c'est que Issa fait le choix de ne pas révéler tout de suite ce qu'il a vu Oui. avec la voyante. Et en soi, c'est une bonne idée parce que bah, si dès le premier tour, il dit bah, moi j'ai vu que Maud elle était traître, Maud elle sait qu'elle n'est pas traître, donc elle se retourne contre Issa et ça peut commencer à créer des doutes. Donc en soi, lui, c'est logique dans son raisonnement de ne pas vouloir le dire. Mais étant donné qu'Éric Antoine dit très clairement après le premier tour, vous ne pourrez plus parler, normalement, Maud et Nicole, qui n'ont pas été mis au courant de l'histoire du pouce, là. Maud Oui. et Nicole, elles sont censées pouvoir dire, bah attends, mais Issa, bah dis-nous avant qu'on puisse plus parler, t'es un malade, pourquoi tu veux pas nous dire? Et le fait qu'ils ne veuillent pas dire, elles auraient dû s'insurger et trouver ça bizarre. Et non, elles sont complètement endormies et elles le font pas, quoi. Donc c'est signe quand même, ces deux points que je viens de présenter sont quand même significatifs d'à quel point les loyaux sur la fin étaient vraiment faiblards, malheureusement. Et contrairement à ce que tu disais, Maxime, je trouve pas que ce soit représentatif de. Pour Maud, oui, mais pour Nicole et Axel, je trouve que c'est pas trop, malheureusement, pas représentatif de leur jeu sur l'ensemble de la saison, où ils ont quand même, ça a quand même été des loyaux plutôt dans l'enquête, pouvaient porter des bons arguments, etc. Et bah là, sur les tables rondes finales, ça s'est un peu écroulé. Donc je trouve ça dommage. D'autant plus que Issa est quand même un candidat qui avait. Bah, c'était l'inspecteur Doom Doom, quoi. Il n'a pas été surnommé comme ça pour rien. C'est qu'il était du genre à être dans toutes les histoires, à essayer d'interroger tout le monde et tout ça. Et là, pour le premier round de la table finale, il parle pas. C'est trop bizarre. Mais bon, ça leur a pas mis la puce à l'oreille, c'est dommage. Et du coup, bah, j'en viens à l'affrontement entre Nicole et Axel. J'ai été moi aussi plutôt touché par Nicole, non seulement pour l'aspect émotionnel, mais aussi parce que je trouvais qu'elle se défendait bien face à Axel. Elle avait les bons arguments, elle était seule contre tous. Euh, bah, ça prenait pas parce que Axel était complètement buté dès qu'elle lui sortait un argument pertinent. Lui répondait: ah oui, bah ça c'est une très bonne stratégie pour se dédouaner en tant que traître. Oui, mais frérot, à partir de là, on peut pas discuter, quoi. Donc c'était un peu injuste. Et après, c'est le jeu, mais ça, Axel surrenchérit après en disant: ah oui, je te trouve méprisante avec moi. Il fait un peu le ouin-ouin, sachant que bah, ça c'est personnel, mais tu l'as un peu évoqué Clément aussi. Juste avant qu'il dise ça, en face cam, il fait une remarque et je me dis putain, il est il la prend vachement de haut quand même, Nicole, ça se fait pas trop. Et après, c'est lui qui se planque, elle est méprisante. Donc bon, Axel, c'était plutôt un flop pour moi sur cet épisode parce que voilà, il était trop buté, alors que et je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, je trouve que les arguments de Nicole contre Axel étaient fondés. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais tous les arguments qu'elle a sortis contre lui, je trouve qu'ils ont du sens. Bon, la conclusion est mauvaise, mais les arguments, ils sont fondés. Alors que lui, son argumentaire, c'est juste Nicole, elle me soupçonne, donc je la soupçonne. Bah, ça vaut rien. Et sinon, bah, comme vous l'avez très bien dit, la séquence finale avec Axel qui est en erreur 404 mentale, c'est hyper jouissif. Le gars, il est en mode bon, en fait, il n'y a pas de trade, je comprends plus et tout. C'est un plaisir à voir de nous refaire une Elsa et nous V2. Sauf que cette fois, il se fait même pas éliminer. Il valide avec les traîtres à la fin de la saison et il se rend compte au dernier moment qu'il a fait n'importe quoi. C'était quand même très jouissif. Plus Adriana et Issa qui nous font une masterclass de fin de saison. Surtout Adriana avec son évidemment que je suis traître. C'était génial. Donc ça, c'était trop bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais écoute, tu as bien fait ta plaidoirie. Il y a un truc où je suis un peu d'accord, même si
ça n'enlève pas le fait que je trouve que Adriana et Issa ont été des très bons traîtres, etc. Et comme l'a dit Maxime, ils ont fait un jeu différent qui les a amenés là où ils sont. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que les loyaux ont été mauvais vers la fin, mais même pas que vers la fin, puisque parce que j'en ai parlé avec ma pote, et c'est vrai que c'était très drôle de voir la finale avec deux personnes qui regardent cette émission vraiment en mode voilà, c'est sympa, tranquille, mais on se calme, tu vois, on fait pas des analyses comme nous. Et ma pote, elle me dit, mais ok, Adriana, trop la classe, ce que tu veux, mais déjà, même sa stratégie, comment les gens, ils ont pu croire en mode, ah non, je parle pas très bien français, je comprends pas. Meuf, ça fait 40 ans que tu es en France, que tu es mannequin, que tu cartonnes toutes tes femmes d'affaires. Et la meuf fait, je comprends pas. Non, c'est pas crédible du tout. Et il y a personne qui s'est dit, mais c'est une blague. La meuf, c'est Madame Carambeu. Enfin, je veux dire, elle est connue depuis les années 90 et elle sait toujours pas parler français. Donc, déjà, je trouve que même il y a des erreurs basiques. Moi, je sais pas si j'aurais, avec la pression, les caméras, les machins, peut-être que j'y aurais pas pensé. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis, mais genre, elle sait toujours pas parler français, mais ça fait 20 ans enfin, 30, 40 ans qu'elle est là. Donc, et en plus, quand elle parle extrêmement bien face caméra. Elle articule hyper bien. Elle est, enfin, une queen, quoi, très clairement. Et donc, c'est vrai que bon. Ça, déjà, je m'étais dit, bah, c'est un peu con quand même. Et là, effectivement, ils se sont écroulés. Et en plus, honnêtement, bah, une victime comme Elsa ou une victime comme Axel, je pense que quand tu es vraiment en alliance avec quelqu'un et que tu le crois, mais en fait, tu peux dire ce que tu veux. Ils sont vraiment focus sur cette personne est innocente, c'est sûr. C'est un loyal, je fonce. Mais effectivement, c'est jouissif la fin quand ils réalisent qu'ils avaient tort depuis le début, même si ça doit être dur à vivre. Et comme l'a dit Maxime, il a quand même plutôt bien réagi. Il n'a pas fait le mec qui avait le seum, parce qu'on en connaît un certain qui ont eu le seum à la fin, qui doit trop vénère au moment où ils mais merci pour cette aventure. Non, ils ont trop les boules. Donc voilà, je trouve que tu as fait un bon résumé. Effectivement, tu as parlé des points négatifs qui étaient assez pertinents. Donc voilà, malgré tout, malgré quelques petites divergences, on est assez d'accord sur cette fin de saison. Donc on va se lancer dans le bilan de la saison. Moi, c'est un truc que j'adore, faire les top et flop. Hein. Je l'ai fait pour Survivor, je l'ai fait pour Koh-Lanta. Et j'ai même fait pour Star Academy. Donc vraiment, j'ai la rage. Mais je ne l'ai jamais fait pour les traites. Donc je me suis dit qu'on allait le faire ensemble, ça va être rigolo. Je pense qu'on ne sera pas d'accord sur tout. Hein, ça va faire créer des scandales, mais ben, c'est ça qui fait la beauté aussi de nos débats. Donc je vais me lancer, je vais commencer par les tops parce qu'il faut toujours commencer par le positif. Et en troisième position, j'ai décidé de mettre, si je ne me trompe pas, j'ai décidé de mettre Cindy. Cindy de Kael, que j'ai trouvé hyper pertinente pendant la saison. On a retrouvé notre Cindy de la guerre des chefs et pas la Cindy de la légende qui avait comme une merde. Donc, j'ai été très content de la voir. J'étais un peu content, on en a déjà discuté dans les débats, qu'elle soit loyale, de l'avoir un petit peu en mode plus essayer de se défendre que d'attaquer, même si elle a attaqué quand même. Hein. Voilà, le naturel revient au galop. Mais voilà, en plus, son binôme avec Fatou était hyper intéressant, cette rivalité, même si des fois ça allait un peu trop loin, je trouve, mais c'était quand même hyper intéressant, ça a fait la saison. On l'a déjà dit, même avec Polycrate, etc., que Fatou et Cindy sont quand même deux énormes candidats de la saison, voire peut-être les deux celles qui ont pris plus de place tout au long des semaines. Donc, ouais, j'ai décidé de la mettre troisième parce que je trouve quand même que elle a confirmé son titre de Queen. Ça reste Cindy. Et Cindy, elle se laisse pas faire. Elle a la rage. Certes, j'ai pas trop apprécié sur mes enfants, mais soit elle faisait ça, soit elle sautait. Donc, instinct de survie, elle n'a pas traîné. Donc, ça, je ne lui en veux pas, je lui pardonne, même si elle n'a jamais répondu à ma demande d'interview et qu'elle ne m'a même pas lâché un vu. Je lui pardonne quand même parce qu'elle est au-dessus, c'est une influenceuse. Donc, voilà, mais ça reste Cindy. Malgré tout, elle peut me mépriser, je l'aimerais quand même. Voilà, syndrome de Stockholm, même si elle ne m'a jamais enfermé. Mais elle m'a enfermé dans son cœur, et ça, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, Cindy, troisième, clairement, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Ça a été dur parce que je vais avoir des guilty pleasures, et je vais en avoir deux. Je spoil, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Mais, deuxième position, je vais mettre Nicole, voilà, pour sa fraîcheur. Elle m'a fait rire. J'ai trouvé qu'elle enquêtait. Tout Colin, tu disais tout à l'heure que effectivement Axel et Nicole, même s'ils étaient un peu zéro sur toute la ligne, moi ils ont enquêté, ils ont taffé, ils ne se sont pas laissés porter comme certaines personnes. Et effectivement, elle m'a vraiment plu. En plus, au début, même si je l'aimais bien, j'aurais pas mis une pièce sur elle. Pour moi, j'avais peur que ce soit une candidate un peu random. Et Axel, un peu dans cette cas aussi, c'est un mec quand même qui m'a un peu surpris dans la saison, même si j'avais pas mis une pièce, même si je trouve qu'il s'est un peu planté tout au long de la saison et qu'il a fait gagner les traîtres.
voilà, ça reste quand même un candidat qui a pris beaucoup de place aussi et j'aurais pas mis une pièce sur lui. Donc, Nicole, voilà, fraîcheur, drôle, elle s'est battue, elle m'a fait limite pleurer quand elle est partie, ça reste une queen. Donc, je l'aime. Et en première position, comment ne pas mettre Adriana Carambeu? En fait, c'est inévitable. Donc, Ice Queen, comme dirait Maxime. Donc, un trio de queen, en fait, hein, dans mon top 3. Voilà, Adriana, je peux en reparler. Même si elle a joué un peu la carte de la discrétion et qu'au fil des épisodes, elle s'est révélée et que elle a quand même réussi à tenir parce qu'Issa n'a pas été un gros bâtard de la dégager. Mais je trouve que voilà, je m'attendais à ce que ce soit une grosse candidate. On l'avait dit, qu'on avait parlé de notre avis sur le casting en disant c'est quand même un gros poisson pour la prod, Adrien Carambeu. C'était même potentiellement le plus gros nom de la saison en termes de popularité auprès du public. Et ben, elle a confirmé que c'était la reine qu'elle pensait être. Donc voilà, numéro 1, Adriana, je ne pouvais pas ne pas la mettre première. Et Guilty Pleasure, ça a été dur parce que j'ai encore deux femmes, on va dire quand même, parce que oui, on peut considérer que dans son rôle dans les traits de femme, il y a bien sûr Ginger Beach, voilà, qui est partie bien trop tôt. Si elle était restée plus longtemps, peut-être qu'elle aurait été dans mon top 3. Mais voilà, je l'ai mis en Guilty Pleasure parce que en enquête, même si elle est ancienne flic, etc., machin, bon, elle s'est un peu perdue parfois, mais je trouve qu'elle enquêtait, elle était drôle, elle avait des blagues un peu potaches, un peu pauvres, mais qui étaient rigolotes. Et puis voilà, c'est un personnage que je connaissais déjà bien avant, et ça m'a fait plaisir qu'il y ait, on va dire, ce genre de personnalité, cet univers, on va dire, dans les traîtres, et ça fait plaisir. Donc voilà, je vais la mettre. Et ça va faire trembler les murs de la maison de Colin, mais je vais mettre Isabelle Morini-Bosque, la problématique chic, qui m'a énormément surpris. Je n'aurais pas mis dans mon top, mais dans Guilty Pleasure, ça est vraiment le titre qui porte le plaisir coupable. Et effectivement, je ne m'attendais pas du tout à la mettre dans cette catégorie au début de la saison. Et elle m'a vraiment, vraiment plu. Je l'ai trouvée drôle, à la fois touchante, à la fois pertinente, et son départ m'a fendu mon petit cœur. Donc voilà, je vais quand même la citer. Donc elle partage la place de Guilty Pleasure avec Ginger, parce que je n'ai pas su prendre de décision, parce que je suis balance, ascendant balance. Donc désolé, c'est comme ça. Les flops, alors les flops casting, en vrai, il n'y a personne que je déteste. Il n'y a personne que je hate, comme certaines saisons où vraiment j'en pouvais plus voir leur sale tête. Là, franchement, ça allait. Il y a deux personnes qui m'ont un peu saoulé à certains moments et qu'au final, si tu fais le bilan, ça va, mais il n'y a pas de haine. Donc en troisième, je suis désolé pour Polycrate, c'est un peu la place random, mais j'ai mis Maud. Parce que non seulement ne pas être très pertinente tout au long de la saison, elle est allée beaucoup trop loin. Aussi, le montage, peut-être qu'ils ne l'ont pas assez montré, mais le peu qu'on l'a montré, c'était pour dire qu'elle était éclatée au sol en enquête. Donc un peu dommage, un peu déçu. Alors, je pense que humainement, c'est une meuf au top, hyper sympa. Je pense que si elle avait été à Koh-Lanta socialement, elle aurait été incroyable. Mais là, voilà, elle s'est fait porter du début à la fin. Si elle n'a jamais été éliminée, c'est parce qu'elle n'était pas menaçante en enquête, pas menaçante en mode c'est impossible que ce soit une traite tellement qu'elle est paumée. À part dire qu'elle est perdue, elle ne faisait pas grand-chose. Donc, c'est pas de la haine contre Maud parce que vraiment, je la déteste pas du tout. Je la mets en flop parce qu'en tant que joueuse, elle a été zéro. Je peux pas mettre en flop des gens comme Christian Millette ou Sandy Jules qui ont fait 3 secondes. Même si Sandy Jules, il a frôlé, hein, parce que vraiment, le peu qu'il est intervenu, c'était useless. Mais je trouve que Maud, elle a été inutile, mais dans la longueur, elle a quand même fait tout le voyage. Et pour un résultat, fiasco total, pour s'être fait éliminer comme une malpropre à la fin, et alors qu'elle n'a même pas vu venir, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est plus pour ça, mais je pense que c'est une meuf au top. Je n'ai pas lu ses livres, peut-être qu'ils sont intéressants, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, dans le jeu, inintéressant. En deuxième position, elle a fallu être première, j'ai mis Victoria Abril. Elle a de la chance d'avoir fendu mon petit cœur à sa sortie, parce que clairement, elle a été, on l'a dit pendant des semaines, Colin en tête, qu'elle était même pas intéressante pour le jeu, elle n'était pas pertinente, même ses clashs n'étaient pas intéressants, elle ne faisait pas avancer le jeu, elle était premier degré à fond. Du coup, c'est impossible de jouer avec elle. Elle a agacé tout le monde. Je ne sais même pas comment elle a fait pour tenir autant de temps. Parce que même moi, j'aurais dit, on la dégage. On s'en fout, elle n'est pas traite, on s'en fout, mais on la dégage, j'en peux plus. Voilà, elle a été vraiment très désagréable avec Axel, on ne va pas se mentir. C'est juste qu'elle n'a pas la première position, tout simplement parce que sa sortie, en fait, j'ai vraiment compris son prisme du jeu, comment elle voyait le jeu par rapport aux autres. Alors clairement, du coup, ça n'a aucun intérêt de l'avoir casté, mais je trouve que voilà, elle avait un petit cœur.
quand elle est sortie, ça m'a fondu vraiment mon cœur. J'étais très triste qu'elle dégage. Alors, sinon, c'était Adriana. Donc, non, clairement, salut Victoria, bon voyage, je te donne ton billet retour, au revoir. Mais voilà, ça m'a quand même fondu mon petit cœur. Et juste pour ça, parce que pour moi, la deuxième et la première, c'est même ça, que je les ai aimées à des moments et des fois, elles m'ont agacé. Donc, ce serait Fatou en première place. Mais en vrai, j'ai jamais détesté une des deux. Je sais que Colin est sous le choc. Hein. Je le sais. Mais moi, Fatou, tout match pour moi. En fait, au début, je disais, oh, ça va, elle est rigolote. Deuxième épisode, oh, des fois, elle est un peu saoulante quand même. Hein. Troisième épisode, là, ça a commencé un petit peu à m'agacer quand même. J'ai trouvé, en fait, c'est son personnage, c'est sa façon de jouer, des fois aussi, qui était excessive. Je dis pas qu'elle était mauvaise traître, je dis pas au contraire, parce qu'elle a quand même bien tenu, alors qu'elle prenait grave de place et qu'elle agressait tout le monde. Elle a quand même bien tenu. Mais ouais, elle m'a fatigué. En fait, c'est juste qu'elle m'a fatigué. Et comme je l'ai dit dans certains débats, je pense que Fatou, c'est soit on l'adore, soit on déteste. Alors moi, je ne suis pas à détester, mais dans le jeu, je n'en pouvais plus. Je pense qu'au moment de sa sortie, c'était le bon moment. Si elle était sortie avant, je pense que je n'aurais pas été spécialement triste non plus. J'ai pas réussi à la trouver attachante, quoi. J'ai pas du tout réussi à la trouver attachante, même si le seul moment où j'ai fait oh pauvre Fatou, c'est quand elle s'est fait terminer par Victoria, alors que ça n'avait aucun intérêt. Mais honnêtement, ouais, j'aurais dit. Alors peut-être que ça se trouve, j'aurais été dans le château avec elle, ça aurait été ma BFF, ça serait grave marré. Mais là, après, il y a le montage aussi, comme mode qui n'a pas été vu et que le peu de voix qu'on a vu, c'était inintéressant. Elle, c'est qu'elle était montrée à outrance aussi. Donc, je pense que ça a joué aussi quand on voit trop un candidat, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et tu vois, des fausses larmes, des fois dans les interviews, elle était un peu too much et tout. Voilà, au bout d'un moment, ça m'a fatigué. Je suis rentré dans le bus Fatou au début et après, je suis descendu à l'arrêt suivant, je n'en pouvais plus. Donc, mais vraiment, comme je dis, aucune haine par rapport à certaines saisons où il y en a vraiment, je n'en pouvais plus. Et puis voilà. Mais je fais un petit message à André, elle passe partout quand même, qui aurait dit 2 phrases. Et juste pour ça, je trouve ça horrible. Je crois même que Christian Millet a plus parlé que lui. Donc voilà, petit clin d'œil à André. Maintenant, je vais vous laisser parler. Je pense qu'on n'aura pas les mêmes choix. Mais je suis vraiment très intéressé d'entendre vos coups de cœur et vos coups de gueule de la saison sur le bilan. Donc, Maxime, c'est à toi. Quels sont les candidats que tu as aimés, les candidats que tu n'as pas aimés et ton petit guilty pleasure? N'hésite pas à nous le citer. Dis-nous un peu qui t'a marqué dans la saison. J'en avais prévu également 2, tu vois, donc j'avais anticipé tes guilty pleasures, Clem. Donc au niveau de mon top 3 casting, depuis des mardis 3e, donc j'ai commencé pareil. Troisième, je vais mettre Isabelle Morini-Bosque. Ce sera pas dans les guilty pleasures, je la mets carrément top 3 parce que j'avais zéro attente envers elle. A priori, plutôt négatif, pas autant que Mhm. Sarah Salman, mais j'étais pas. Voilà, je me suis dit, je comprends pourquoi on la met au casting, mais j'étais un peu dubitatif sur ce que ça allait donner. Je pensais vraiment que ça allait être juste la meuf complètement perdue, la lost Mhm. de la saison, etc. Et finalement, pas du tout. Pertinente dans ses interventions, elle faisait avancer le jeu aussi parce qu'elle, même si elle n'était pas à l'initiative des stratégies entre guillemets, des pistes, des hypothèses du côté des loyaux, elle était assez clairvoyante sur notamment les propositions de candidats comme Cindy ou Orlinski, Richard. Euh, donc pour ça, franchement, je trouve qu'en termes de jeu, elle était top. Elle était aussi hyper drôle et pas dans le côté juste, voilà, la mamie folle dingue qui est perdue, on comprend rien, etc. C'était, oui, certes, parfois on rigolait d'elle, mais elle avait ce côté un peu assumé. C'était pas, je trouvais que c'était pas too much en tout cas. Donc c'était bien. Et surtout, je m'attendais pas à être ému par cette femme, en fait, par sa personnalité dans l'émission. Et ouais, elle m'a grave plu, hein. Je pense que bon, je l'avais déjà bien accroché avant son élimination, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui s'est passé autour de d'Adriana, son discours de fin qui était au final hyper personnel, je m'y attendais pas du tout. J'étais happé par le truc et franchement, ouais, non, Isabelle, du coup, elle monte top 3. Je l'avais même pas dans Guilty Pleasure. Euh, Très bonne surprise.
Et sinon, après, sur la suite de mon top, ça va être moins original. Top 2, Cindy, Queen Cindy, en fait, la base, ma candidate préférée ever. Euh, Elle, pour le coup, j'avais beaucoup d'attentes. J'ai pas été déçu, je dirais, parce que elle a montré ses qualités. Il y a des choses que j'aimais beaucoup dans sa première saison de l'émission Interdite et qu'on a retrouvé dans Les Traîtres. Euh, donc ouais, non, franchement, Cindy, ça a été top. Elle a été mise en difficulté, elle s'en est sortie, elle est allée plus loin que ce que je pensais. Euh, Peut-être aussi parce qu'on n'a pas la même vision que les autres, que les candidats qui ont participé à l'émission. Nous, on voit Cindy comme une grande joueuse, ils la voient juste comme une influenceuse un peu bêtasse, quoi, je sais pas. Mhm. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça, encore une fois, l'effet Cindy a marché. Ça a été pour moi la meilleure des loyales. C'est elle qui avait raison sur toute la ligne, euh, quasiment du début à la fin. Il y avait des erreurs. Elle n'était pas non plus, voilà, 100% dans le vrai tout le temps. Mais je crois que c'est la seule qui a à un moment donné le nom de tous les traîtres. Euh, voilà, que dire. Top, Cindy la Queen, donc elle mérite largement son top 2. Et top 1, bah, c'est une autre Queen, c'est la Ice Queen de la saison, Madame Adriana Carambeu. Jeu incroyable, femme hyper charismatique. J'ai adoré la suivre dans son côté un peu Black Widow, Veuve Noire, euh, tout en tout en finesse, en retrait, le serpent qui attaque comme ça, derrière qu'on voit pas forcément venir, qui a aussi été mis en difficulté sur la deuxième partie de saison et qui s'en est sorti quand même, alors parfois avec de l'aide extérieure, hein, son amitié avec Isabelle a aidé, Issa aussi qui ne l'a pas laissé tomber à la fin, ça a aidé clairement. Je dis pas qu'elle a gagné toute seule, mais j'ai adoré son jeu, j'ai adoré sa personnalité. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime les traites, c'est parce qu'on a aussi des personnalités qui sont fortes, qui aiment jouer. C'est ce qu'on veut voir. C'est des Frédéric Bell, c'est des Adriana Carambeu, c'est des. Voilà, j'ai plus de noms en tête, mais c'est ce genre de personnalité qu'on veut voir en fait dans les traîtres. Donc non, pour moi, elle a fait une grande partie de la saison aussi. Ça a été un plaisir de la suivre, donc elle mérite largement son top 1. Et en guilty pleasure, je vais mettre aussi Ginger Beach, comme toi, Clem, parce que moi, j'aime aussi l'univers Drag Race France, la version dans laquelle j'ai vu que 2 saisons, donc je connais un peu moins. Et Ginger, super personnalité, ça a grave matché avec l'univers des traîtres, je trouvais. Je l'ai trouvé drôle sans en faire trop. J'aurais aimé, comme toi, la voir plus loin, mais bon, je trouvais qu'en termes de représentation, en tout cas, euh, ça a été top. C'est super d'avoir des profils comme ça qui apparaissent sur une émission grand public un samedi soir sur M6 et qui sont présentés comme les autres candidats. Et j'espère que ça a permis aussi une ouverture au monde des drag queens qui est super fun, super intéressant, super politique aussi, même si on l'a pas forcément vu là dans Les Traîtres. Mais c'est un univers qui est très politique aussi. Donc, Ouais. c'est top d'avoir vu ça sur bah, une heure de grande écoute, hein, tout simplement. Donc, merci à Ginger Beach et merci la prod. J'espère que vous referez revenir régulièrement des drag queens comme ça. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Donc, et à chaque fois, c'est quand même plus ou moins un succès. Donc, j'espère que ça va leur permettre de réitérer l'expérience. Et deuxième guilty pleasure, bah, c'est quand même le petit Axel, parce qu'il m'a fait de la peine à la fin. Et, euh, et même s'il a été nul toute la saison, je l'ai trouvé touchant et il faut quand même des candidats comme ça, en fait, qui se font malmener. On n'a pas le choix parce qu'il faut. Moi, je suis toujours un peu du côté des traîtres, donc il faut des loyaux nuls comme ça, mais qui restent en même temps un peu touchants. Et donc, merci Axel d'avoir rempli ce rôle pour cette saison. Et en vrai, j'ai apprécié découvrir sa personnalité, même à défaut d'avoir vu un jeu très convaincant de sa part.
Donc voilà pour top guilty pleasure. Au niveau des flops, bah, comme toi, en fait, j'ai pas de vrai flop, hein. J'ai aimé le casting dans sa globalité. Je trouve que c'est peut-être le meilleur casting qu'on ait eu sur toutes les saisons, pas forcément sur le papier, parce qu'on avait quand même beaucoup de points d'interrogation, mais dans l'exécution, je trouvais que c'était le plus abouti. Donc bravo à la prod aussi pour ça. Mais il faut quand même donner un flop 3 parce que sinon bah, ça casse la dynamique et le scénario de la vidéo de Clem. Donc allons-y. Et en troisième position, bah, je vais mettre Dédé et il passe partout parce que bah, c'est pas de sa faute, mais on avait quand même des petites attentes sur lui. On voulait le découvrir parce il a tellement un personnage iconique et qui est bien ancré dans le paysage médiatique français et je pense même dans l'enfance de beaucoup de Français. Et donc, on voulait le découvrir. On n'a pas eu l'occasion, c'est pas de sa faute. Euh, voilà, mais euh, je trouve qu'on aurait pu le voir un petit peu quand même avant son départ, quoi. Ou alors vraiment, il y avait rien à montrer. Mais ça a été, je l'ai mis du coup en flop dans le sens où ça a été une petite déception de pas avoir découvert cet acteur. Voilà, malheureusement. Euh, Flop 2 en deuxième position, je vais mettre Donovan parce que je l'ai trouvé bah, nul déjà en tant que loyal. Il a pris cher, le pauvre aussi. Je trouvais qu'il se débrouillait pas très bien dans sa défense. Enfin, tout laissait porter à croire qu'il était traître, alors que nous, derrière, on savait que non, et c'était un peu frustrant parce que son nom revenait énormément lors des tables rondes. Il a été pas mal voté et ça n'a pas permis aux loyaux de se concentrer sur des vraies pistes, d'autres hypothèses. Euh, et du coup, bah, même si je suis quand même toujours du côté des traîtres en général, je trouve que ça n'a pas permis aux loyaux de nous donner en fait un semblant de suspense pour cette saison. Je pense qu'en fait, à cause de ça aussi, même si c'est pas été la seule explication, disons que ça a mis en retard les loyaux et que ça a pu jouer sur le suspense en fin de saison. Donc, juste pour ça, je le mets en flop 2, mais encore une fois, c'est parce qu'il faut mettre des flops, hein. J'ai beaucoup aimé Donovan aussi, je l'ai trouvé sympa. Il a l'air super cool en vrai. Donc voilà, s'il regarde un jour cette vidéo, faut pas le prendre personnellement. Donovan, je suis sûr que t'es un chouette type. Et en flop 1, du coup, un peu pour des raisons similaires, on va dire, mode. Voilà, RIP Polycrate, hein, mais t'avais qu'à être là si tu voulais défendre ta femme de lettres. Mais hyper sympathique aussi, elle a l'air trop chou et pas désagréable à suivre dans la saison, hein. Quand elle parlait, je m'en foutais pas, mais malheureusement, elle est allée hyper loin pour au final n'avoir aucun moment marquant, être toujours à côté de la plaque. Et, euh, et ouais, dans les trois derniers loyaux, enfin, au moins Nicole et Axel, ils ont eu des moments marquants, ils ont davantage participé au jeu aussi, même si c'est pour des échecs, mais je les ai trouvés plus investis. Je ressors beaucoup plus de choses au niveau de leur personnalité qu'une mode qui s'est laissée porter jusqu'au bout et qui n'a finalement rien apporté. Même si on espérait un petit peu une masterclass à la fin, quelque chose voilà, qui nous dit bah, ah ouais, finalement, elle était cool. Mode, elle a apporté quelque chose à la saison, mais ça n'a pas été le cas. Donc, malheureusement, Mode sera mon flop 1. Mais encore une fois, j'ai pas vraiment de flop sur cette saison au niveau du casting. Bah oui, c'est vrai que les flops, c'était un peu dur, hein. Moi, franchement, il y a personne que j'ai détesté. Et même les gens qui m'ont pas servi à rien, enfin, ils m'ont pas dérangé du coup. Donc, en vrai, c'était un peu dur. Ouais, je comprends de choisir des flops par rapport à certaines saisons de l'émission interdite où il y a des flops, si limite, il n'y a pas assez de place. Ok, Colin, toi, quels sont tes petits favoris, tes petits têtes de turc, enfin bref, dis-nous tout sur le casting de cette saison.
Ok, alors sur le top 3, je vais pas être très original. En troisième position, bah, je vais mettre Cindy, parce que forcément, s'il y a une loyale à retenir de cette saison, c'est elle. Elle a clairement fait la saison du côté des loyaux, de par sa rivalité avec Fatou, par ses déductions qui tombaient souvent très justes, hein. Il faut se rappeler quand même qu'elle a su trouver. Il y a vraiment un épisode où elle nous a cité Fatou, Adriana et Issa comme étant les trois traîtres. C'est quand même fort. Euh, ensuite, en top 2, je vais mettre Adriana parce que elle a été iconique sur cette saison par son style de jeu euh, en- face aux autres candidats pour passer pour plus bête qu'elle n'est réellement. Et en face cam, elle nous montrait son côté calculatrice, espionne, etc. C'était hyper grisant à voir. Et en top 1, je vais mettre Issa parce que je trouve que Issa a fait la saison dans l'ensemble en tant que traître maudit dans un premier temps. Et je trouve que c'est un aspect important de la saison parce que c'est Issa en traître maudit qui, en tout cas pour ma part, m'a fait rentrer pleinement dans la saison parce qu'on regardait la saison à travers ses yeux. J'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, plus tard. Et ensuite, sur tout le reste de la saison, il n'a pas déçu. Il a eu un moment effectivement où on s'est dit ah là faut pas de Issa quand il s'énerve suite aux accusations de Richard. C'était son seul faux pas de la saison, je pense. Parce que même si bon en finale à sa place j'aurais joué différemment en utilisant la carte de la voyante pour innocenter Adriana plutôt que d'aller accuser Maud directement. Au final, ce qu'il a fait, lui, sa stratégie à lui, elle a marché quand même. Et en plus, il a quand même emmené. Enfin, Adriana a quand même pu accéder à la victoire avec lui. Donc, non, il a été assez impérial sur la saison. En soi, dans mon cœur, le top 1 et le top 2, ils sont interchangeables, hein. C'est vraiment un binôme. L'un pourrait être premier, l'autre deuxième, peu importe. Pour les classer, j'ai essayé de me mettre d'un point de vue un peu objectif, et je trouve que d'un point de vue objectif, si on peut dire ça, hein, pour moi, Issa rentre vraiment dans le panthéon des traîtres en termes de compétences de jeu, au même titre que Juju Fitcat et Hugo Manos. Pour moi, Issa, Hugo Manos et Juju Fitcat sont vraiment les trois meilleurs traîtres, toutes saisons confondues. Et Adriana viendrait se ranger juste en dessous, plus au niveau des traîtres irréprochables, qui on peut rien leur reprocher, mais c'est pas les plus marquants à mon sens, au même style que un, j'ai plus son nom, mince, putain ça ne veut plus venir. Comment il s'appelle? Adil Rami, j'ai eu du mal. Adil Rami, David Douillet ou encore Daniela de la saison des traîtres New Oui. Generation. Voilà. Ensuite, en Guilty Pleasure, putain, décidément, j'ai du mal. En Guilty Pleasure, évidemment que je cite Fatou, il est temps de redorer son blason. Clairement, si je la mets le Guilty Pleasure parce que j'ai pas le droit de la mettre en top 4, mais elle est clairement dans mon top des candidats de la saison. Elle a été, je trouve, injustement décriée quand même parce qu'elle a fait l'animation une bonne partie de la saison. Si Cindy est dans nos classements à tous, c'est parce que Fatou était là. Il faut quand même lui rendre ses mérites. Elle nous a créé plein de tables rondes hyper marquantes, comme son affrontement avec Arié, par exemple. Moi, je trouve que Fatou, c'était une bonne pioche sur ce casting. Elle a fait l'animation. C'était cool de la voir assumer pleinement son rôle de traître. Voilà, j'ai dit du bien d'elle toute la saison et je continue jusqu'au bout. Et ensuite, mon deuxième guilty pleasure, parce qu'il n'y a pas de raison que j'en ai pas le droit d'en dire deux, moi je vais évoquer Emmanuel Petit, que tout le monde a oublié, mais c'était pour moi la bonne surprise de ce casting qui malheureusement est parti trop tôt. Clairement, je n'en attendais rien du tout. Vraiment, je connaissais juste son nom et son palmarès, quoi, c'est tout. Et je l'ai trouvé très vite attachant et assez pertinent. Il a été assez vite suspecté parce qu'il souriait en enlevant son bandeau, soit. Mais derrière, je trouve qu'il se défendait bien, il portait les bonnes accusations, euh, à tel point que bah, du coup, malheureusement, il a été ciblé assez tôt par les traîtres.
Si je dis pas de bêtises, hein, il a été banni, pas sorti à la table ronde. C'est dommage parce que j'aurais aimé le voir plus. Je trouve que c'était une bonne surprise. Et sachez que si j'avais le droit de mettre 5 ou 6 mentions honorables, Isabelle serait dedans. Ah, Sinon, pour ce qui est des flops, moi, pour le coup, c'est des vrais flops, hein, sincèrement. Des candidats que je n'ai pas aimés en tant que candidat, hein, quoique pour un, c'est peut-être pas que, mais en tant que candidat avant tout, et que je trouve que leur présence a fait du mal à la saison plus qu'elle ne leur a été bénéfique. En flop 3, je dirais Major Movement, qui certes est parti vite, donc on l'a un peu oublié, mais le peu qu'il a été là et le peu qu'on a vu, c'était surtout un gros ouin-ouin qui passait son temps à se plaindre. Oui, mais on m'écoute pas, machin, quand je parle. Oh, c'est bon, on t'écoute comme tout le monde, juste tes avis ils sont éclatés. Notamment sur ces raisonnements contradictoires là où il disait oui, enfin, c'est toute sa théorie sur comme quoi Donovan serait le traître maudit. Et ça expliquerait pourquoi il pleurait au début. Sauf qu'en fait, il disait ouais, mais enfin, Major Mouvement qui était persuadé que Axel et Arié étaient les alliés de Donovan, c'est pour ça qu'il faisait que le défendre. Mais sauf que s'il était traître maudit, bah, les autres n'étaient pas au courant que c'était un traître avec eux, donc ça pouvait pas être son allié, et il s'est jamais remis en question là-dessus. Donc voilà, flop 3. Ensuite, flop 2, mode. Je vais pas épiloguer. Elle a été inutile du début à la fin, malheureusement. Donc, ça a l'air d'être une dame adorable, hein, comme vous l'avez bien dit. Mais bon, dans le cadre du jeu, c'était un peu un gros flop, c'est le cas de le dire. Et flop 1, ça ne surprendra personne, c'est Victoria, qui était absolument détestable. Oui, elle a fait un peu de show, mais moi, c'est pas forcément le type de show qui me plaît. Après, ça, c'est personnel. Ouais, non, je trouve qu'elle a, pareil, elle a ralenti la saison en créant des tensions, en faisant des coups de gueule, en étant méchante avec certaines personnes. Je n'y vois pas d'intérêt. ok, ben ça s'est dit, ça s'est fait, ça dégage. Mais je n'en attendais pas moins, en vrai. En vrai, je ne suis pas surpris par tes tops et tes flops, mais je te trouve assez juste. Notamment bah, sur Victoria, malheureusement, moi je l'ai mis à flop 2, mais comme je l'ai dit, j'aurais pu le mettre flop 1. C'est juste que sa fin, j'ai trouvé ça un peu touchant, donc ça l'a un peu sauvé. Que tu mettes Fatou en guilty, je me demande même que tu la mets dans le top 3. Donc, Elle aurait pu. euh, Ça s'est joué à mais pas honnêtement, grand-chose. en guilty, je comprends tout à fait, même en top, hein, parce que comme je l'ai dit, je trouve qu'elle a fait la saison. Enfin, sans elle, ça aurait été très différent, ça aurait été peut-être un peu plus ennuyant. Donc voilà, j'adhère et je valide tes tops et tes flops comme ceux de Maxime. Bon, il y a des noms qui reviennent comme Cindy, Adriana, inévitable. Je suis content que chacun d'entre nous ait cité Isabelle aussi. Donc, non, c'était pas mal. Je suis assez content. On est assez accordé quand même. Et donc, on va passer vite fait point positif, point négatif. Alors, moi, désolé, je n'ai pas été très inspiré dans cette catégorie. Le point positif, clairement, numéro un, je pense qu'on va peut-être tous le citer, peut-être que je me trompe, mais c'est le casting qui a été absolument excellent cette année. Je ne sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas, j'ai trouvé assez fort, même s'il y a eu quelques randoms qui sont partis assez vite, malheureusement. Alors, peut-être parce qu'ils sont partis trop vite, hein, comme le pauvre Christian Miguette, qu'on répète sans limite, mais Emmanuel Lâchez-lui la Petit, veste. le pauvre. J'ai failli le Mais, mettre en flop, Christian. ah, Mais je me mais suis, pardon. mais j'ai pensé à Colin. Je me suis dit non, je ne vais pas faire ça à Colin. Je vais Ça pas aurait faire été ça à Colin. cruel, Mais méchant et gratuit. effectivement, tu parlais d'Emmanuel Petit, et oui, oui, il a été quand même grave intéressant, il est parti trop vite. Je pense que Ginger Beach a été resté plus longtemps, ça aurait été intéressant aussi. Voilà, j'en oublie d'autres, hein, mais certains sont sortis peut-être trop vite. Et à part, ben, désolé, Polycrate, mais à part Mode qui est à la fin, qui vraiment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là jusqu'au bout, les gens étaient colères, quoi. Les gens enquêtaient, les gens étaient au taquet. Ça rejoint un peu mon deuxième point positif, c'est que ça a bossé, quoi. Ça a enquêté, même les 4 traites, même si Arié a fait un peu nimp, il a essayé d'attaquer. Il a essayé de bosser, il a dominé le truc, il n'a pas fait ah, mais c'est pas bon, mais d'accord, tant pis. Non, il a vraiment, il s'est battu, il a essayé de pousser Fatou sous le bus. Alors, c'était maladroit et Fatou a réussi à retourner à la table ronde en sa faveur, et tant mieux pour elle.
Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont tous bossé. Même Sandy Jules, où j'en ai rien à foutre de lui, il s'est fait virer parce que justement, il a mal bossé, mais il a bossé. Enfin, il était dans les enquêtes quand même. Je trouve qu'il y a très peu de gens qui se sont laissés porter, à part Maud. Mais sinon, je trouve que les gens ont vraiment joué, quoi. Et ça fait plaisir. Ça rejoint un peu les deux, hein. C'est un peu le même point positif en vrai, hein. C'est pour ça que je me dis que j'ai pas été très inspiré pour les points positifs. Mais honnêtement, le casting, il y a très peu d'erreurs de casting. Même Victoria, même si c'était une erreur de casting, et je comprends Colin qu'il est foutu en flop 1 et moi je l'ai foutu en flop 2, donc c'est pas beaucoup mieux. Mais ça a permis quelques séquences quand même très, très cool, surtout sans l'élimination, qui était une très, très bonne séquence de la saison. On aurait pu nous épargner de certains passages de Victoria tout au fil des épisodes, mais effectivement, je trouve que quand même, ça a eu son impact et elle a fait réagir. Donc, je trouve qu'il y a très, très peu d'erreurs de casting. Les gens ont travaillé, les gens ont bossé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et en point négatif, je n'en ai que deux aussi. La première, c'est les épreuves. Moi, déjà, je ne suis pas un fan des épreuves, que ce soit Survivor, l'émission interdite, Pékin Express. Encore que Pékin Express, certaines épreuves, elles sont sympas. Mais même en vrai, même l'émission interdite, il y a des épreuves sympas et tout. Mais pour moi, c'est pas un super enjeu dans l'émission. Sinon, je regarderais le truc où il saute partout, là, Ninja Warrior. Et puis voilà. Hein. Sauf que j'aime bien les épreuves certaines épreuves, mais j'aime bien aussi quand il y a un enjeu ou si machin il gagne, du coup, ça fout le bordel derrière dans les stratégies et tout. Ça, c'est intéressant. Mais vraiment, les épreuves, déjà de base, c'est pas ma passion. Mais surtout que Colin l'a assez dit tout au long des débats, beaucoup étaient éclatés, en fait, vraiment. Je sais plus, je vais pas dire les termes exacts que Colin a utilisés, mais en mode Kolamaya, dessiner c'est gagner. La prochaine fois, c'est quoi des cache-cache. On est dans les Koh-Lanta de Cam Coco, comment ça se passe? Donc ouais, c'était de la merde, beaucoup d'épreuves, beaucoup de défis aussi, ou alors des mises en scène qui n'étaient pas très bonnes. L'histoire des vers, machin. On est quand même à la 6e saison, donc au bout d'un moment, faudrait un peu bosser certaines épreuves, surtout je pense qu'en US ou UK ou Québec ou Belgique ou je sais pas quelle version, ils doivent proposer des épreuves. Je suppose, parce que j'ai vu que les deux premières saisons de version Belgique, je me rappelle plus trop des épreuves, je pourrais pas me prononcer, mais quand on regarde Survivor, on voit certaines épreuves Survivor qui sont iconiques et qui n'ont toujours pas été reprises dans la version française, il y a des problèmes. Et ça se trouve, sur les traites, c'est un peu la même. Donc, j'espère que au niveau des épreuves, ils vont un peu plus bosser, parce que les candidats, ils bossent, mais la preuve, au niveau des épreuves, ils sont en mode... Meh. Donc, un peu dommage. Et je trouve, voilà, ça, c'est un classique que je dis dans tout le temps les points négatifs, c'est les coupures, quoi. C'est un enfer. Non seulement, déjà, il y a des pubs dans tous les sens, même en replay. Hein. Même en replay, on se tape énormément de pubs. Mais alors, le pire, c'est cette putain de finale coupée en deux. Vraiment, moi, je m'en remets pas. On aurait eu un épisode final iconique, vraiment trop bien. Du coup, ça aurait été un peu plus condensé. Il y aurait beaucoup de passages qui auraient été coupés, des flashbacks à la con, peut-être des épreuves qui auraient été plus courtes et moins élargies dans le temps. On n'aurait pas eu de séquence de la voyante, peut-être. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'au niveau coupure, ils ont un peu abusé. Surtout que, désolé, je vais jeter une pierre dans la mare, je vais faire trembler les murs de la production. Mais vu les audiences, est-ce que c'est vraiment utile de couper la finale en deux? Calmons-nous. Hein. Donc, voilà, on n'est pas à du 3,5 millions de Koh-Lanta. Voilà, enfin bref, voilà, j'ai dit un petit peu mes avis, j'ai versé ma haine, craché mon venin, donc je vais laisser maintenant Maxime. Vous avez peut-être plus d'arguments et plus de choses à dire sur ces thèmes de points positifs, points négatifs de la saison, parce que c'est vrai que j'ai pas été inspiré, donc je compte sur vous, ou peut-être qu'on est dans le même sac, je ne sais pas. Maxime, quels sont tes points positifs et tes points négatifs sur la saison? En point positif, je te rejoins sur le jeu de manière globale, où on a eu un excellent casting qui faisait débat au début sur le papier, mais un peu comme toutes les saisons des traites, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a la révélation du casting, alors il y a toujours des gros noms, et à côté il y a des noms, on se dit mais eux c'est qui? Ah, c'est pas terrible par rapport à l'année dernière, il y a moins de gens connus. Enfin, il y a toujours un peu ces critiques-là qui reviennent, et finalement, quand la saison arrive, on est souvent surpris, on a des belles révélations qui sont faites. Et cette année, je trouvais que c'était encore une fois le cas, et particulièrement sur cette saison, avec beaucoup de gros joueurs.
On a eu des grosses personnalités aussi. Donc en termes de joueurs, bah forcément, on a des gens qui sont habitués, voilà, à la stratégie comme Cindy. On a euh, Adriana qui s'est révélée dans son rôle de traîtresse. Issa qui a été, même si je l'ai pas mis dans mes tops, mais qui a effectivement été excellent et qui est, je pense, irréprochable sur ce qu'il a fait en termes de jeu. Donc on a quand même voilà un casting qui s'est donné, qui s'est investi pleinement, je pense, dans le jeu. Assez peu de gens qui étaient là juste on savait pas pourquoi. Donc non, peut-être aussi que c'est dû au fait qu'on a des randoms qui ont été éliminés assez tôt malheureusement. Mais peut-être qu'après, eux aussi auraient été une révélation par la suite. Mais en tout cas, c'est le point positif vraiment pour moi de la saison, c'est qu'on a eu des belles personnalités, des gens qui étaient là pour jouer. Et aussi, ça rejoint mon deuxième point positif, c'est qui était là pour le divertissement, parce que le deuxième point positif, c'était que oui, on a été divertis, on a eu des clashs, des embrouilles, des personnalités hautes en couleur, des personnalités qui je pense, connaissaient le jeu parce qu'à force, voilà, les traîtres, ça commence à être un peu connu et même dans le monde un peu médiatique people, les gens, je pense, qui ont participé en parlent beaucoup autour d'eux et ça pousse d'autres personnalités, d'autres people un peu à participer à leur tour. Et je trouve ça très bien parce qu'on a vraiment eu des. Bah voilà, même si Victoria, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon flop, moi, parce que malgré tout, elle a pris sa part sur la saison, alors que c'était pas forcément fait de manière volontaire, mais elle m'a diverti, quoi. Je veux dire, il y a eu des scènes hyper mémorables. À la fin, bon, j'en avais marre aussi comme vous, mais, euh, mais non, non, ça a été quand même incroyable à suivre. Des fois, on a halluciné devant notre télé de ce qui était en train de se jouer devant nous. C'était un vrai théâtre. Et c'est ce que j'aime aussi dans les traites, c'est qu'on a des gens qui s'amusent, des gens qui sont investis, qui sont émus. Et donc, c'est un gros point positif pour moi. On a aussi eu des belles rivalités, des beaux euh, duos, si on peut dire ça, mais toujours dans la rivalité. Cindy Fatou, Isabelle Victoria, Axel Victoria, Axel Nicole sur la fin. C'est des choses qui ont été intéressantes à suivre d'un point de vue téléspectateur, en tout cas. Je suis pas sûr que tout le monde ait kiffé de la même manière. Notamment dans le casting. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, c'était hyper agréable euh, à suivre. Et je trouve ça bien d'avoir voilà, un casting, des personnalités qui s'investissent dans le jeu et qui sont là pour nous faire le show aussi. Et dernier point positif, je mettrais bah, les difficultés qui ont été ajoutées au traître, même si bon, au final, ça n'a pas servi à grand-chose puisque ça a été encore une fois un succès majeur des traîtres. Je pense notamment au traître maudit, que j'ai trouvé quand même comme étant un twist pas mal. Ça a été porté par une personnalité qui est Issa, qu'elle j'accroche pas Ouais. spécialement, mais je trouve sympathique, mais j'accroche pas à son humour en fait. Je vais pas aller le voir lors d'un one-man show ou que Ah oui. sais-je, ou des films, tu vois. Mais, euh, mais il a fait hyper bien le taf. Je trouve que c'était quand même assez dur au final pour lui en un temps record de devoir trouver les autres traîtres, alors que les autres en une saison, ils n'en trouvent aucun, tu vois. Enfin, aucun, j'exagère, ils en ont trouvé deux quand même. Mais, euh, mais voilà, c'était assez cool comme twist. Ça nous a permis aussi, comme le disait Colin tout à l'heure, d'avoir une autre vision. Voilà, on était un peu du côté de la vision d'Issa sur le début de saison. C'était un peu intéressant. Ça me permet aussi de dire que je trouve encore une fois que la prod essaie toujours un peu de se renouveler et d'apporter des petits éléments nouveaux pour avoir un renouveau, un côté un peu unique à chaque saison, alors que le plot de départ,
le jeu de base, en fait, c'est hyper simpliste, hein. On se torture la tête à faire des analyses, en fait, d'un gros loup-garou avec des people, hein. C'est ça, hein, qui est en train de se passer. C'est le concept de base est hyper simple, et je trouve que ça marche de fou. Et la prod essaie toujours un peu de se renouveler. La prod américaine aussi, enfin, je suis toujours assez surpris également, et j'imagine que c'est pareil pour les autres franchises à l'étranger, puisque dans tous les pays où les traîtres sort, à chaque fois, c'est un succès. En Angleterre, ils ont des audiences de fou malades. Bon, malheureusement, nous, en France, on n'a pas cette chance, ça floppe un peu, enfin, surtout là, cette saison. Mais je trouve que pour le coup, ce n'est pas du tout mérité. Il mérite beaucoup plus en termes d'audience et pour le travail fourni, parce que pour moi, c'est vraiment le concept, le jeu qui marche le mieux en ce moment, et je le mets même au-dessus de la franchise Survivor qu'elle, quoi. En termes pour moi, c'est vraiment la franchise du moment, de ces dernières années. Donc ouais, beaucoup de choses positives. Bon, je vais peut-être pas, voilà, je suis sûr que je passe à côté de plein d'autres choses. Peut-être que Colin va compléter avec des trucs plus pertinents. Mais moi, c'est mon ressenti. Très bonne saison. Je la mets vraiment dans mon top avec la saison 3. Il y aura peut-être un détail que je vais mettre en point négatif qui fait qu'elle sera en dessous de la saison 3. Donc j'arrive du coup au point négatif, c'est l'épisode qui a été coupé. Là, pour moi, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'ils aient fait sur cette saison. Complètement inutile. On a eu des flashbacks à rallonge qui servaient à rien. Quand l'épisode est terminé, on savait même pas, enfin, on était tous surpris, on se disait, mais attends, c'est vraiment fini là, c'était ça l'épisode. Donc, euh, donc ouais, vraiment une erreur. Ça a un peu cassé le dynamisme de fin de saison, je trouvais. On aurait pu avoir un final iconique si les deux avaient été réunis. Donc, grosse déception quand même à ce niveau-là. Ce qui me fait, même si je mets pas de note globale à la saison, mais c'est ce qui me ferait baisser une note, en tout cas, pour cette saison, et qui me ferait que je la mettrais en dessous de la saison 3, alors que peut-être qu'on ait plus de consistance sur cette saison 6. Je crois que c'est la saison 6 là qu'on a vu. Oui, c'est ça. On a eu plus de consistance en termes de qualité sur cette saison que la saison 3, mais du coup, à cause de ça, ça fait vraiment baisser mon appréciation. Donc, je le mettrais point négatif principal. Euh, Autre point négatif, même si on a eu de l'amélioration, on a eu quand même une invisibilisation encore une fois de certains candidats, parce que éventuellement, oui, des fois quand ils partent trop tôt, c'est compliqué. Mais Christian abusé, quoi. Bon, je sais que c'est peut-être pas la personnalité la plus extravagante et peut-être intéressante de danser avec les stars, mais quand même, c'est un peu embêtant. Pareil sur Zoé, elle qui est restée plus longtemps, on l'a découvert vraiment à la fin, puis après elle a dégagé. Richard Olinsky, super intéressant, mais pareil, dès qu'il a commencé à avoir des hypothèses intéressantes et pertinentes, il a sauté. Donc c'est dommage que on ait toujours un peu ce décalage entre dans l'édit et le montage de certains candidats, et voilà, ils s'en sont pas si mal sortis que ça par rapport à d'autres saisons, je l'accorde, surtout qu'il y avait beaucoup de candidats, mais euh, je trouve quand même qu'il y a encore de l'amélioration possible sur ça, et je le mettrai encore en point négatif. Et voilà, ce que je peux dire aussi, c'est on a des loyaux pas toujours très fit encore une fois, même si voilà, je l'ai dit, des Axel, il en faut, je le conçois. Mais il faudrait aussi plus de loyaux comme Cindy et Richard Orlinski, je pense. Ok, ok, merci. Ça rajoute un petit peu
à mon argumentaire parce que je le trouvais un peu pauvre et ça me permet aussi de voir un petit peu plus de qualité et de défauts de cette édition. Donc, effectivement, il y a des choses assez pertinentes. Est-ce que Colin, lui, de son côté, va rajouter ou va confirmer nos dires avant? Colin, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans cette saison? Quels sont les points positifs pour toi? Quels sont les points négatifs? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Enfin bref, dis-nous tout. Vous avez déjà un peu tout dit, hein, donc je vais avoir du mal à pas vous répéter, mais je vais essayer. En premier point positif, qui est intervenu en début de saison, c'est le twist du traître maudit. Je trouve que ça a été un twist réussi, alors que ça pouvait être un peu risqué, ça pouvait être quelque chose de complètement oubliable, un petit flop de début de saison. Au final, ça n'a pas du tout été le cas. Je trouve que c'était la bonne idée pour nous impliquer dans le début de saison. En tout cas, sur moi, ça a vraiment marché. Le fait de voir l'enquête à travers, enfin, le jeu à travers les yeux d'Issa, ça a très bien fonctionné. D'autant plus que Issa a parfaitement rempli le rôle. Ça, même si au début, c'est vrai que quand j'ai vu qu'ils choisissaient Issa en traître maudit, je me suis dit, oh là là, ils prennent vraiment aucun risque. Après coup, comment leur en vouloir, étant donné que Issa a vraiment été le casting parfait quoi, pour ce rôle. Il l'a joué à merveille en tant que traître maudit et en tant que traître à part entière derrière. Donc, ouais, j'ai trouvé le twist très efficace. Plus globalement, un point positif, le trio de traîtres, vous l'aurez compris, je mets Arié un petit peu à l'écart parce que c'est peut-être le point négatif du twist du traître maudit, c'est que ça impliquait que euh, on ne connaissait pas Arié avant l'épisode 3, je crois, ou fin de l'épisode 2, et très rapidement après derrière, il se fait sortir. Donc Arié n'était pas le plus marquant, mais les trois autres, Fatou, Issa et Adriana, je trouve, sont vraiment un trio de traîtres marquants, chacun à leur façon, chacun avec son style. Fatou dans l'exubérance, à vouloir prendre beaucoup de place, quitte à écraser un peu les autres, mais par stratégie, à les empêcher de réfléchir et de parler. Euh, Adriana, à l'inverse, qui jouait le côté naïf, discrète, je sais pas trop m'exprimer, je sais pas quoi faire, machin. Et Issa, qui lui jouait le loyal idéal dans son côté enquêteur, sympa avec tout le monde, etc. Donc trois profils différents, des profils qu'on a pu retrouver, des profils efficaces qu'on a pu retrouver dans les saisons précédentes, hein. Je pourrais facilement comparer les noms que j'ai évoqués tout à l'heure. Pour moi, Adriana ressemble au profil de Daniela dans la saison des traîtres New Generation par son côté je parle pas bien le français et en fait elle entube tout le monde. Issa dans son côté loyal idéal qui ressemble pas mal à Jujutsu Katz dans ce côté où très vite tout le monde est autour de lui, personne ne doute de lui et il va au bout en ligne droite. Et Fatou, elle, dans son côté exubérante, qu'on peut rattacher à une Sophie Tapi, ce qui fait que forcément, il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui détestent, même s'il aurait du mal à comparer quand même. Pour moi, Fatou est infiniment plus sympathique que Sophie Tapi, en tout cas dans ce qu'elle dégage à l'écran. En tout cas, moi, j'ai largement préféré Fatou. Et ensuite, troisième point positif, je trouve Maxime l'a un peu évoqué, c'est les bonnes idées pour mettre en difficulté les traîtres et rééquilibrer le jeu cette saison. Le fait de tenter les traîtres avec les bonnes réponses lors d'une épreuve pour après les griller en disant ah au fait les traîtres connaissaient les bonnes réponses. C'était vraiment pas mal et ça a créé du drama dans la saison. Le défi chanson dans les voitures pour pareil leur tendre une carotte et risquer le faux pas. La clé du bannissement qui est toujours une méthode efficace pour ralentir les traîtres quand ils sont trop avancés. La carte de la voyante aussi, qui était une innovation sympathique, qui certes, là, n'a pas été parfaitement exploitée, parce que c'est Issa qui l'a eu, alors que c'est lui qu'on avait le moins besoin, mais c'est une idée qui pourrait revenir sous une autre forme prochainement. Donc voilà, tout ça, c'est des bonnes innovations, et comme tu le disais, Maxime, ça montre que la prod essaie de se renouveler sur l'aspect stratégique. Moi, comme c'est l'aspect qui m'intéresse le plus, forcément, je suis content, et ça en fait un point positif. Et du coup, pour les points négatifs, j'en ai trois aussi. Et évidemment, je vais pas être original, il y a la finale coupée en deux.
C'était un désastre. Il n'y a rien de mieux pour nous faire terminer sur une mauvaise impression alors que la saison dans l'ensemble est hyper qualitative. Gros contre son camp, alors que bah, si on avait eu ces 2 épisodes ramassés en un seul, on aurait eu un épisode absolument génial. C'est du gâchis. Ensuite, un truc qui continue à m'agacer, c'est l'absence de réglementation sur le fait de pouvoir jurer. On peut trouver ça excessif de le mettre en point négatif sur la saison, mais le fait que ça se soit produit 2 fois cette saison, ben, je trouve qu'il est temps d'y mettre un terme. Jurer sur la tête de ses enfants, sur la tête de son mari ou de son chien ou que sais-je, c'est plus possible. Là, on l'a vu avec l'exemple Cindy, moi je trouve que ça a un peu faussé le jeu. Alors, je ne sais pas comment ça se serait passé derrière, mais normalement, si Cindy n'avait pas juré sur la tête de ses enfants en rajoutant qu'elle est catho et du coup ça compte beaucoup pour elle, elle aurait dû sortir à cette table ronde et donc enfin on n'aurait pas eu je crois que c'est Armel qui part suite à ça. Je trouve que l'élimination d'Armel était hyper injustifiée, le fait qu'elle parte à la place de Cindy là-dessus, donc ça aurait pu complètement chambouler la saison. Donc ça m'agace. J'espère que j'ose espérer que dans la saison 7, Eric Antoine dira cette année, enfin, le précisera d'une manière ou d'une autre, il est interdit de jurer sur la tête de qui que ce soit, voire de jurer tout court en tant qu'affaire. Pourquoi jurer dans un jeu où le mensonge est le cœur du jeu? Je vois pas, je trouve ça nul. Euh, et le dernier point négatif, c'est évidemment, vous m'attendez là-dessus, la faiblesse des épreuves. Tu l'as dit, Clément, les épreuves de mime, pitié, les épreuves de karaoké, on est où? Enfin, n'oubliez pas les paroles. Vraiment, c'était n'importe quoi. Sans parler du fait que la production autour des épreuves était vraiment faite parfois à l'arrache. Enfin, toujours les illustrations en IA dégueulasses. Déjà c'est moche et en plus éthiquement, bon voilà. Parfois, je le disais la dernière fois, mais sur l'épreuve de N'oubliez pas les paroles, enfin, c'était vraiment les paroles qui se remplissaient avec une écriture, enfin, une police d'écriture trop laide. On aurait dit un truc fait sous Word, enfin, c'était vraiment moche. Ça montre, enfin, ça donne vraiment l'impression qu'ils mettent pas de cœur à l'ouvrage, quoi, qu'ils font ça à la va-vite. Alors que l'émission, elle est trop bien au-delà de ça. C'est bizarre de faire si peu d'efforts parfois sur les épreuves. Et surtout, pour moi, le vrai problème, c'est, putain, elles sont passées où les épreuves de bluff, de mensonge qu'on avait avant et qui étaient trop bien? Enfin, pour moi, c'est ça le cœur des traîtres. C'est quitte à faire des épreuves, faites des épreuves où les loyaux peuvent essayer de voir qui ment bien, pour créer des nouvelles suspicions, où les traîtres ont un double jeu de OK, je vais volontairement paraître nul en bluffant pour que les gens me suspectent pas, etc. C'est ça que je trouve trop bien, l'épreuve où elle était où l'épreuve où ils soulèvent une cloche et il y a un objet improbable dessous ou pas, et ils doivent décrire l'objet face à quelqu'un et la personne doit deviner s'ils inventent ou pas, ça c'est trop bien. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais l'épreuve de la dégustation, ben, manger des trucs dégueux pour manger des trucs dégueux, ça n'a pas d'intérêt. Faites-les manger tous la même chose et il y en a un qui a un truc piégé. Enfin, je trouve que c'est ça qui est chouette et ça a vraiment, vraiment manqué cette saison. Bah oui, je suis assez d'accord avec toi. Les épreuves, c'était cata. C'était vraiment. Mais oui, je t'attendais dessus, hein. Je t'attendais dessus, je vais pas te mentir. J'attendais sur l'épreuve, sur les épreuves, parce que effectivement, tu les avais taillées et à juste titre. Donc, je suis plutôt content que tu enfonces le clou, très clairement. Tu as bien résumé, je trouve que je t'ai trouvé assez juste aussi. Il y a des moments où on n'est pas tout à fait d'accord, il y a des moments où on a des divergences qui sont assez légères quand même en général, mais je t'ai trouvé assez pertinent. Donc, je pense qu'on a fait un bon bilan tous les trois de cette saison. Comme le dit Maxime, c'est pas la meilleure, mais elle reste une des meilleures quand même. Voilà, on se plaint sur la finale coupée en deux et sur les épreuves ou sur d'autres choses, mais en vrai, ça reste très correct. Et je voulais juste, Colin, sur ce que tu as dit sur Juré, etc. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, on en a parlé déjà dans les débats. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. J'aurais pu largement le dire aussi. Ben oui, il faut arrêter de jurer sur X ou Y, même jurer tout court, parce que ça fausse le jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Cindy n'est pas plus haut que troisième. Peut-être qu'elle serait passée devant Nicole sans ça. Même si je comprends hein, pourquoi elle a fait la paniquer, elle n'avait plus le choix. Mais en vrai, oui, normalement, c'est Sydney qui aurait dû sauter et pas Armel. Mais bon, Mm.
Non, mais c'est sûr qu'on pardonne parce que c'est Cindy, parce qu'on aime la joueuse qu'elle est, et aussi parce que c'était un peu le seul espoir des loyaux, donc on avait tous tout intérêt, que ce soit les téléspectateurs ou la prod, parce que Cindy reste encore un peu, mais sur le principe, c'est pas possible, quoi. On peut pas. Si tout le monde faisait ça, en fait, ça foirait totalement la saison. Il pourrait annuler la Tout à saison. fait. Enfin, si tu dirais juste, allez, on se met rang par rang, toi, tu jures ou pas sur tes enfants, toi, tu jures ou pas. Et en fait, on devinerait les traites comme ça. Il devrait Donc, limite directement jurer en mettant la main sur la Bible, comme aux États-Unis, comme ça, il n'y a plus de jeu. On gagne du temps. non, mais c'est ça. Donc, bon, c'est Victoria, je mets de côté parce qu'elle n'a pas juré sur son rôle. Mais effectivement, si tout le monde faisait comme Cindy, ça pourrait vraiment foirer une saison entière. Et pour moi, là, il y a un gros risque. Donc, faudrait effectivement qu'ils mettent une règle. Alors, peut-être pas l'expliciter comme ça devant la caméra, mais en tout cas, dans, je pense qu'ils ont une phase d'échange individuel avec chaque candidat en amont du tournage et d'expliquer que c'est interdit et de limite menacer d'exclusion si ça venait à se produire. Il faudrait peut-être, jusque-là, je trouve que ça, il n'y a pas eu de gros scandales, voilà, où, je l'ai pas en tête, mais ça pourrait arriver et je pense qu'il vaut mieux, je suis d'accord avec Colin, peut-être mieux prendre les devants et instaurer une règle claire sur le sujet. Ça me fait penser dans la première saison des Traîtres Belgiques, la seule saison hors France que j'ai vue, il y a un candidat qui commet un faux pas ou dans une table ronde un peu animée, il rentre dans la provocation, il dit oui, je suis traître, allez-y, éliminez-moi, vous allez faire quoi et tout, et il s'avère être vraiment traître. Et la production prend les devants et l'exclut du jeu. Il se fait éliminer pour avoir révélé son rôle alors que c'était contre les règles du jeu. Donc je pense qu'effectivement, la prod française pourrait euh, assumer voilà, si vous faites ça, vous êtes éliminé. Enfin, vous êtes exclu. Dans le but qu'évidemment personne ne franchisse cette règle et qu'il n'y ait pas besoin d'éliminer les gens, parce que, enfin, de les exclure, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais effectivement, aujourd'hui, le risque, c'est que on voit qu'à chaque saison où ça se produit, le fait de jurer fonctionne. Cindy, elle échappe à l'élimination grâce à ça. Nathalie Marquet-Pernot qui jure sur son mari décédé, excusez-moi du peu, elle était au-delà de tout soupçon lors de la table ronde finale de la saison 2. Mm. Donc malheureusement, cette méthode fonctionne. Donc effectivement, quand tu te retrouves acculé comme ça dans la panique, en plus, bien sûr, on est tous d'accord pour dire que sûrement Cindy ou Nathalie ou n'importe qui fait ça, c'est dans un élan de désespoir où tu as envie de te sauver, tu n'es plus forcément consciente dans la pression du jeu et tout ça. Tu le fais pas de ton plein gré pour le plaisir de casser le jeu. Mais quand même, vu que ça fonctionne, ça peut tenter des candidats de saison suivante à le refaire. Donc il faut mettre un terme à ça, je pense. Tout à fait. Je suis assez d'accord. C'est bien qu'on ait conclu sur la saison sur ça, en espérant qu'on soit entendu par la production et que ça ne revienne pas sur le tapis, parce qu'effectivement, ça tue le jeu. Donc, on a fait le petit bilan de cette saison. Effectivement, on en fait un bilan assez positif quand même. Et puis, pour conclure notre petit débat, je vous ai envoyé dans le chat le casting de la saison qui est soit en cours de tournage, soit terminé. Je ne sais pas encore, je n'ai pas tous les détails, je ne fais pas partie de la production. Donc, ça va être le moment du spoil alerte pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont absolument pas envie de connaître le casting de cette prochaine saison, qui sera peut-être diffusée, je suppose, en deuxième partie de 2026. Je suppose, hein, je sais rien, peut-être, je pense quand même. Mais donc, on a le casting. On ne sait pas si c'est sûr à 100%, mais quand même, il y a beaucoup d'articles qui l'ont relayé. Donc, je ne pense pas qu'on révèle non plus. C'est pas non plus une exclue qu'on balance là avec le prochain casting. Je pense qu'il manque des noms. En fait, quand on compte le nombre de gens, peut-être qu'il manque des noms, qu'on n'a pas tout le monde. Je vais donc tout de suite maintenant citer le casting qu'il y aura normalement dans la prochaine saison. Donc, pour ceux qui ne veulent pas le savoir, c'est le moment de quitter la vidéo.
N'hésitez pas à mettre un pouce. Mais en tout cas, le casting pour la prochaine saison sera composé de Benoît Paire, tennisman, qui casse souvent ses raquettes de rage. Candice Pascal, danse avec les stars, qui fait une superbe pub avec Franck Leboeuf. Philippe Bas, acteur de série, je crois qu'il fait la série Profilage, si je ne me trompe pas, et il a été notamment présentateur de Destination X. Kinvey, un grand chanteur de la musique française, qui a l'air quand même très sympathique, mais bon, ce n'est pas du Victor Hugo ce qu'il fait. Soso Manes, rappeur qui a fait un gros tube, je crois que c'est Petrouchka, Manes, et qui a fait notamment partie de l'émission sur M6, ou non, c'était sur TF1, qui est le plus bête, ou je sais pas quoi, avec Nabila Benatia notamment. François Berléand, acteur césarisé, qui est assez connu quand même, surtout de l'ancienne génération, qui a joué notamment dans Les Choristes, film assez connu quand même. Ulysse de la Star Academy, un peu surprenant, qui était dans la même saison que Marine et Bonnie, Franck ou encore Charles Doré. Valérie Damido, présentatrice iconique de Déco qui adore maroufler. Roxane Damido, qui est romancière, mais qui est aussi la fille de Valérie Damido. Théo Curin, qui est nageur, qui est très connu maintenant, qui présente l'émission Slam, et qui a fait notamment aussi Pékin Express, qui est très fort dans les épreuves. On se souvient dans Pékin, pour ceux qui ont vu cette saison, qu'il était redoutable dans les épreuves. Camille Lacour, qui a déjà fait une saison, si je ne me trompe pas, qui a viré comme malpropre très vite, si je ne me trompe pas, qui est donc nageur, qui est assez connu. Frédéric Bousquet, un autre nageur aussi, qui lui n'a jamais fait des traits, c'est sa première fois. Nicolas Waldorf, qui est donc un coiffeur iconique de l'émission Incroyable Transformation, qui relook, etc. Virginie Waldorf, qui est productrice de télé, mais qui est surtout sœur de Nicolas Waldorf. Donc, ça fait quand même 2 binômes. Cette année, je crois qu'on en avait 0 dans l'édition qu'on vient d'achever, même si Axel et Victoria se connaissaient. Bagheera Jones, alors moi, je suis un boomer, donc je ne la connais pas. C'est une YouTubeuse. Alors, ma pote qui est geek, elle dit « Mais grave, trop bien qu'il y ait Bagheera. » Bon, tant mieux. Moi, c'est une panthère dans le livre de la jungle, Bagheera, donc je ne connais pas. Et pour finir, et pour le grand bonheur, le plaisir, la joie immense de Colin, le retour de Sarah Sandman, qui a viré aussi comme une vieille chaussette en début d'aventure 2026, mais qui, n'empêche, même si elle est problématique, avait l'air redoutable. Donc, s'ils l'ont reprise, ça peut être pertinent. Mais est-ce que dans l'éthique, c'est plutôt cool ? Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, on n'a que ça pour l'instant, les noms. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, parce qu'on a quand même eu 24 candidats, je crois, dans la saison qui vient de s'achever. Et là, il y en a un peu moins. Je ne me suis pas amusé à compter, mais il y en a quand même un peu moins. Donc, on verra s'il y a des noms qui s'ajoutent. Mais en tout cas, apparemment, ce seraient des noms. Moi, écoutez, il n'y a pas énormément de noms qui m'attirent pour le moment. Donc, j'espère avoir des surprises comme avec Isabelle Morini-Bosque, Axel Huet, etc. Et avec Maud, non, ça, c'est une blague. Donc, avec le reste... Moi, Théo Curin, j'attends de voir. Parce que Théo Curin, moi, je l'ai connu avec Pékin Express. Alors, déjà que je ne suis pas les sports du tout, mais alors, c'était les sports, je n'ai plus le mot, paralympique, c'est ça. Donc, je ne suis encore moins, enfin, je ne suis rien du tout en sport, donc je ne connaissais pas du tout. Je connais les gros noms du sport, mais je ne connaissais pas. Et dans Pékin Express, il m'avait vachement impressionné sur les épreuves. Je le trouvais hyper attachant. Il a une super bonne tête, il a vraiment une belle gueule et tout. Et je trouve que dans Slam, parce que je connais des gens qui regardent Slam et des fois je me le tape, je le trouve hyper frais. Donc je suis assez impatient de le voir. Ce serait drôle qu'il soit traître, parce que j'ai l'impression qu'il est d'une gentillesse son nom, donc ce serait sympa de le voir. Je pense que Valérie Damido va foutre le bordel. Donc ça j'avoue que ça va prendre beaucoup de place. C'est quelqu'un qui parle fort, qui parle beaucoup. Donc je pense qu'elle peut être le personnage comique de la saison ou le personnage insupportable de la saison aussi. C'est largement possible. Alors j'avoue, Ulysse de Star Academy, mais franchement, de la saison de Ebony et Marine, je ne sais pas si c'était le plus pertinent. Peut-être que Ebony et Franck ont refusé, je ne sais pas. Mais voilà, je suis un peu surpris par ce choix. Même lui, je suis choqué qu'il a accepté de faire ça. Soso Manes, moi je ne connaissais pas du tout son univers, mais j'ai regardé l'émission sur TF1 où il se juge sur l'intelligence, désolé, jugez-moi, en replay le dimanche en petit déjeunant, et j'ai trouvé Soso Manes hyper sympa. Donc je me dis, il peut être hyper cool dans l'émission. Kinvey, je déteste toutes ses chansons une à une, mais par contre, il a l'air hyper sympa aussi, donc je me dis que ça peut être hyper cool de le voir. Est-ce que Benoît Paire va péter en deux les ardoises? Je ne sais pas, peut-être. Et Nicolas Waldorf, ça va être une grosse personnalité aussi. Il est rigolo, il fait des blagues.
Voilà, il est hyper frais et tout, donc pourquoi pas. Et je sais que Colin va me péter la gueule à travers l'écran, mais Sarah Salman, à voir si elle va plus loin, est-ce qu'elle va être pertinente, parce que c'est quand même une ancienne avocate, ou elle est toujours d'ailleurs. Voilà, donc je me dis, est-ce qu'elle aura de la répartie? Est-ce qu'ils l'ont quand même éliminée parce qu'elle était méga dangereuse, donc pourquoi pas. Après, le reste, je m'en fous un peu. Voilà, je suis franc, le reste, j'attends de voir, je ne les connais pas plus que ça, et je ne connais pas trop leur personnalité. Donc, ah si, François Berland, ça m'intéresse, parce que lui aussi, il a une tête de gros têtu, c'est un peu un Jean-Pierre Bacry, donc je pense que ça va être rigolo de le voir un peu marmonner, râler contre les gens. Toi qui va avoir bagarre, il va faire, mais qui est cette dame? Je n'ai jamais vu de ma vie. Donc, j'attends de voir ce qu'il va donner, ça va être rigolo. On va aller voir Maxime. Toi, est-ce qu'il y a des noms qui t'inspirent? On ira en détail sûrement dans la prochaine saison ensemble, point par point et candidat par candidat. Mais là, est-ce que tu as des noms qui ressortent et qui t'intéressent? Comme je te disais tout à l'heure, voilà, sur le papier, cette dernière saison, on est un peu moins emballé. Il y a beaucoup de critiques. Et effectivement, là, quand tu me présentes les noms potentiels pour la prochaine saison, je suis pas hyper enthousiaste. Mais Hmm. comme je disais, effectivement, on est souvent surpris dans les traites. Donc, j'imagine que je vais être aussi surpris par ce casting, hein. Euh, Moi, les noms qui me ressortent le plus, François Berléand, forcément. Euh, Kinvey, qui est quand même quelqu'un d'hyper connu, hein. J'écoute pas non plus sa musique, mais par contre, le mec fait hyper sympathique et il est très enthousiaste. Donc, je pense qu'il va être investi dans le jeu. Est-ce qu'il va par contre être bon? C'est une autre histoire. Je suis pas sûr. Valérie Damido, bah, iconique aussi, hein. Donc, elle va nous faire des confesses de qualité, certainement. Théo Curin, ouais, qui est, ma foi, très sympathique. Je mise beaucoup sur Nicolas Waldoff, personnellement, même si je le connais pas de fou, mais je l'ai déjà vu un peu dans son émission comme ça. Ça a l'air d'être une forte personnalité, euh, qui peut être assez drôle, qui peut potentiellement nous donner quelques clashs. Je le vois bien un peu fourbe aussi, donc pourquoi pas un potentiel traître de ce côté-là. En plus, bah, quand tu mets demi-homme, faut se dire, on est un peu tenté de dire on va peut-être en mettre un en traître. C'est toujours une tentation côté prod, et donc je miserais peut-être sur Nicolas. Ça sent que je connais pas du tout, donc je peux pas le dire. Et Bagheera Jones, je la suis pas, mais je l'ai déjà vu à certains événements un peu voilà de youtubeurs, et c'est une personnalité hyper sympathique, et je pense que ça va bien matcher avec l'émission. Ok, ok, ok. J'avoue que Nicolas Waldorf traître, ça pourrait être iconique. On verra, on verra. Et, en plus, je pense qu'il y a des noms qui vont s'ajouter parce que si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ça 9, paraît peu 10, là, hein. 11, 12, 13, Un 14, peu. 15, 16. Ils sont que 16, ils étaient 24 la dernière saison. Même s'ils réduisent un peu, ils vont pas enlever 8 candidats. Je pense que, honnêtement, je pense ils seront au moins 20. Enfin, je ne serais pas choqué, quoi. Il y en a peut-être quatre qui sont pas encore sortis. Oui, je pense que là, c'est sorti dans les petits articles, je sais pas moi, genre Public, Pure Break et compagnie. Donc, à mon avis, il n'y a pas tous les noms qui sont tombés. Ça n'a pas été officialisé, donc forcément, on ne sait pas encore tout. Toi, Colin, dans ce casting, c'est vrai que nous, on n'a pas les mêmes refs. On l'a remarqué dans le réaction du casting de cette année, qu'il y a des gens que tu connaissais pas du tout et des gens que tu connaissais. Et moi, j'étais en mode, mais qui est cette personne? Donc, toi, qui t'intéresse, qui t'attire, de qui tu as peur, même si on a un petit doute, on n'a pas un gros doute sur une personne, mais voilà, dis-nous un petit peu ce que tu penses du casting de cette prochaine saison. Bah, moi, effectivement, Kinvey et Sosomanes, c'est deux personnalités dont je n'écoute pas la musique, mais de ce que j'ai déjà vu d'eux sur des interventions dans des vidéos YouTube ou autres, sont tous les deux des profils très bon délire, etc., très cool. Donc, c'est chouette de les voir dans Les Traîtres. Je pense qu'ils peuvent donner comme Ians dans la saison 5, pour citer un autre profil de chanteur. Voilà, ils ont du potentiel. Valérie Damido, c'est la bonne pioche. Tout le monde sait à quel point
elle est super à la télé. Là, elle vient avec sa fille, donc on va la voir dans un rôle forcément un peu plus maternel. Ça peut être intéressant, ou sûrement un côté protectrice. Ça peut être sympa, qui peut la faire monter au créneau si on s'en prend à sa fille. D'ailleurs, ça me permet de dire que un petit peu sceptique sur le nombre de binômes, voire trinômes dans la saison, parce que du coup, on a Valérie Damido et sa fille, on a Nicolas Waldorf et sa sœur, si c'est bien ça, et on a qui ne sont pas des binômes ou trinômes déclarés, mais on a quand même trois nageurs. Et ce qui est certain, c'est que Camille Lacour et Ils se Frédéric Bousquet connaissent. sont copains comme cochons, hein. Oui. Ils ont grandi ensemble, ils ont appris à nager ensemble globalement. Je crois qu'ils font tous les deux partie du club des nageurs marseillais, donc enfin du groupe des nageurs marseillais. Donc et probablement qu'ils connaissent Théo Curin aussi de par leur expérience. Donc ça Ouais. fait quand même un groupe de trois gars qui doivent se connaître. Ça fait déjà beaucoup de sous-groupes au sein d'un groupe de candidats. À voir si ça risque pas de ralentir un peu la saison ou de la truquer d'une certaine manière, je sais pas. Ensuite, Candice Pascal, moi j'aime beaucoup dans Danse avec les stars. J'espère qu'elle aura un destin plus positif que celui de Christian Millette. J'ai envie d'y croire, parce que autant Christian Millette est vraiment le fantôme déjà de Danse avec les stars, donc c'était pas étonnant qu'il le soit aussi dans les traites, autant que Candice Pascal, je dirais pas que c'est une des plus grosses, une des stars de Danse avec les stars, mais enfin une des têtes d'affiche de Danse avec les stars, mais c'est pas une des plus random non plus, quoi. Donc je mets de l'espoir sur elle. Du coup, Théo Curin aussi, pareil, comme tu le disais, Clem, moi dans Pékin Express, je l'avais beaucoup apprécié, j'étais triste qu'il parte si vite. Et en tant que présentateur aussi, il est très cool. Enfin, dans tout ce qu'il fait, même dans Fort Boyard, je l'avais vu à plusieurs reprises et il est toujours super. Donc, cool de le voir et ça fait toujours c'est toujours cool d'avoir de la représentation de personnes en situation de handicap à la télé, donc c'est chouette. Tac, tac, tac. Bagheera Jones, effectivement, je la connais un peu en tant que streameuse et dans tout ce qu'elle fait, elle est géniale aussi. Super personnalité. Je pense qu'elle sera au moins aussi bien que Dwagby dans la saison 5 hein, en tant que personnalité Ouais. d'Internet. J'ai toute confiance. Voilà. Et ensuite, pour moi, mes craintes sur le casting, ça ne surprendra personne. Sarah Salman, j'avais pas envie de la voir en saison 6, j'ai pas plus envie de la voir en saison 7. Même si je sais que elle a le potentiel pour être une bonne candidate en tant qu'enquêtrice, par son passé d'avocat, etc. Donc, bon, à voir. Et l'autre qui, pour le coup, non seulement j'ai pas envie de le voir, mais en plus je pense que ça va être un gros flop, c'est Ulysse. Parce que c'était clairement le misanthrope de sa saison, qui n'aimait personne, qui faisait la gueule tout le temps, qui était tout le temps désagréable. Du coup, le mettre dans une émission aussi stressante que les traîtres, où il va être encore une fois enfermé avec des inconnus et être soupçonné à tout va, je vois pas dans quel monde ça peut améliorer son image, on va dire. Mais bon, Oui, pourquoi pas. oui. Et au-delà du casting, j'ai du coup deux espoirs pour la saison, on va dire. Le premier, ce serait, j'espère, voir une victoire des loyaux cette fois, et si possible, des loyaux qui gagnent, non pas parce que les traites sont nuls, mais parce que les loyaux sont forts, contrairement à la saison 5 où bah, les traîtres étaient quand même, c'était compliqué, quoi, on va dire. Rappelons-nous qu'en finale, il restait Daniel et Anne-Elisabeth Blateau, quoi. Ça en dit long. Et en plus de ça, les loyales qui ont gagné l'année dernière, c'était pas la Dream Team non plus, quoi, en termes Pas de, très gentil avec Christine. ouais, que ce soit Christine, que ce soit Marine Schiappa ou Théo Fernandez, j'ai toujours un doute sur Ouais. sur son nom de C'est famille. ça. Non, c'est C'était ça. pas les en tout cas, pour moi, c'était pas les personnalités les plus appréciables. Donc, bon, là, j'espère voir des loyaux gagner et des loyaux, des bons loyaux, quoi. Donc, Ouais. je mets une attente là-dessus. Et mon autre attente, ça peut paraître contradictoire, mais c'est que j'espère que la saison n'arrivera pas trop tôt. J'aimerais bien que ne pas avoir de saison en deuxième partie d'année et que ce soit plutôt pour 2027, parce que là, on a quand même enchaîné la saison 5 à la saison 6. Je ne sais pas combien de temps il y a eu entre les deux, mais ça se compte sur les doigts d'une main, je pense, en termes de mois. C'était vraiment il n'y a pas longtemps, la saison 5. Donc bon, j'espère une petite pause, histoire de faire remonter la hype et si possible améliorer un peu les audiences pour la prochaine saison, parce que, comme tu le disais très bien, Maxime, les audiences pêchent
comme pour toutes les autres émissions, hein, c'est pas propre au terrestre, mais peut-être qu'une petite pause de 6 mois pourrait faire du bien. Maxime, tu voulais réagir? Bon, enfin, je comprends l'attente de Colin sur une éventuelle pause, mais à mon avis, s'ils ont commencé le tournage aussitôt, c'est quand même pour une diffusion en fin d'année. Là, on a eu aussi 2 saisons rapprochées, donc ils ont l'air plutôt de tourner vers une volonté de montrer 2 saisons par an. Euh, voir, à voir, mais à mon avis, on va quand même être sur une saison automnale. Ou alors peut-être qu'il commence au mois de décembre, j'en sais rien, mais ça a l'air mal parti. Et sur les audiences, moi, je pense qu'il faudrait changer le jour parce que là, je regardais un petit peu, on en parlait. Euh, la meilleure audience, en fait, qu'on a eue là sur cette saison, c'était là pour le dernier épisode, ce qui est quand même pas logique. Euh, et c'est le seul épisode qui a été diffusé un jeudi, qui n'a pas été diffusé un samedi. Parce qu'on a eu meilleure audience en nombre de téléspectateurs, 1 420 000. Donc, quand même pas mal. C'est la deuxième meilleure part de marché sur les 4 ans et plus. Euh, le premier, c'est le premier épisode. Et c'est aussi la plus haute part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. En même temps, on dit ça. 22%. Ils ont fini quand même troisième de la soirée en hiérarchie des chaînes. Et je regardais à titre de comparaison, par curiosité, sur la saison dernière. Pareil, la meilleure audience, c'était cette fois-ci pour le premier épisode, mais c'était aussi le seul euh, jour qui n'était pas un samedi, parce que c'était divisé un mardi. Donc en fait, les traîtres, apparemment, ça marche que la semaine. Donc, je leur conseille. Alors, je suis personne hein, pour donner des conseils en termes de voilà, diffusion, machin, mais euh, peut-être qu'il faut se poser des questions pour changer le jour de diffusion. Parce que moi, c'est vraiment une franchise que j'aime beaucoup. Et ça m'embêterait fortement de la voir être annulée en France. Donc, en termes de qualité de saison, je pense qu'ils sont bien. Bon, il y a toujours des petits points négatifs qu'on a encore relevés cette fois-ci. Mais de manière globale, je pense qu'on nous trois, et puis également pour les créateurs, l'ensemble des spectateurs, on est plutôt satisfait du produit proposé. Après, voilà, il faut donner aussi les moyens au produit de performer et ce serait bien un petit changement de jour de diffusion, arrêter le samedi. En plus, c'est trop marrant parce que tu es allé jusqu'à la saison d'avant, mais même la saison 4. La saison 4, tous les épisodes ont été diffusés un jeudi, sauf la finale qui a été diffusée un samedi, et c'est la pire audience de la saison. Putain, c'est fou ça. Mm. Et la saison 3, tous les épisodes ont été diffusés un jeudi, sauf les 3 derniers épisodes. C'était un vendredi, et c'est le 5e épisode vendredi qui est la pire audience. Ah ouais. Ils kiffent pas du tout le samedi. Après, les autres saisons, c'était tout le temps mercredi. Et la saison 1, c'était que du mercredi aussi. Et ça faisait 2 millions. Et Ok. je sais que le samedi, c'est plus compliqué et vu que Même moi, le M6, samedi, c'est je pas. regarde toujours en replay, moi. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, en termes de concurrence, j'imagine que Ah oui. M6, vu que c'est aussi un peu. C'est un peu la cata de manière globale M6 en ce moment. J'imagine que ils n'ont pas trop d'autres programmes à envoyer au front le samedi. Donc peut-être qu'ils envoient les traîtres pour cette raison. Mais, euh, mais là, non, c'est pire en pire, quoi, le samedi. Donc je préfère qu'ils envoient au casse-pipe jeu de Pékin Express. J'aime pas trop, donc désolé pour les fans. Je préfère qu'ils envoient une émission comme ça que les traites que j'adore. J'ai envie que ça dure encore pas mal de saisons. Donc, ouais, mettez la semaine, c'est bien. Ok, écoutez, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur cette saison Est-ce qu'on a tout dit? C'est tout bon. Oui, je pense. Écoutez, merci à vous. C'était très sympa de faire tous ces débats tout au long de la saison avec vous. J'ai vraiment kiffé. C'est vrai que ça faisait deux saisons que j'avais pas fait de débat et ça me manquait un peu. Donc, merci d'avoir rejoint cette aventure. C'était très rigolo. On se retrouvera sûrement pour les prochaines saisons. Mais en tout cas, merci à vous. Et puis, on se retrouve très vite. Et puis, vous avez été au top. Donc, merci. C'était vraiment très, très cool d'être avec vous.
C'était trop bien. Merci à toi pour l'invitation toute cette saison. Merci Avec beaucoup, plaisir. Clem. C'était top. Bonne soirée. Salut, salut. Ciao. Salut!